Et salut à tous, j'accélère pour la chaîne Ludic Underground et en peignoir pour l'épisode final de ce top 50 jeux All Time of the World. On va parler ici de jeux de plateau et de jeux de figurines un petit peu quand même. Et puis on rajoutera une pincée de sel et de poivre, on mélangera le tout. C'est toujours important d'assaisonner. Je sais pas, je suis nul en cuisine moi, mais il paraît que c'est important. Je le répète bêtement, c'est comme ça. Et on obtient une série de vidéos qui, j'espère, vous a quand même pas mal diverti, c'est quand même sympa. Alors, la parenthèse, avant d'aller plus loin, j'ai relancé mon intro 15-20 fois. En fait, j'ai toujours un peu la crève, ce qu'on avait vu sur la vidéo précédente. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'avancer, moi, j'ai envie de faire mes trucs, parce que je veux faire encore d'autres trucs derrière. Donc on y va quand même, tant pis YOLO, ce qui fait que j'ai foiré mon intro 15-20 fois, et là j'ai décidé de plus la refaire. Donc soyez indulgents, si à un moment donné j'ai des gros blocages, ou alors, je sais pas, des moments gênants, ah bah tant pis, ça sera comme ça, on y va one shot, et mais ça va le faire, je sais que ça ira. Je suis né sous une bonne étoile, il paraît. Voilà, je sais pas où elle est, mais elle est quelque part. Enfin si, elle est derrière, vous voyez, là-bas. La belle étoile qui est dans la flotte, là. Ah, ça y est, ça image bien. Bon, enfin bref. Alors le top 50 All Time of the World, petit rappel des règles, c'est que je l'ai monté en me posant un jour et en me disant, bah tiens, si j'avais l'opportunité maintenant de jouer à ce que je veux, vraiment quel jeu me fait le plus envie, sachant qu'on va considérer que j'ai la configuration idéale, donc les joueurs qu'il faut, s'il y a besoin de joueurs, le temps, bien sûr, le temps, tout le temps qu'il me fallait, qu'il me faudrait pour jouer, et l'espace nécessaire, vraiment être en forme, etc. Tout ça, quoi. La configuration idyllique. Et ah bah voilà, ok, c'est ce jeu-là, donc c'est mon top 1. Ah mince, s'il n'est pas dispo, bon bah ça serait quel autre jeu? Celui-là, ah bah c'est mon top 2. Et j'ai réitéré cette pensée 50 fois et j'ai eu ce top 50. Voilà comment j'ai procédé. Un top, on va dire, entériné fin 2022, donc plutôt vers novembre 2022. Bien sûr, si je le refais dans 2 semaines, j'aurai peut-être pas le même parce que nos envies évoluent avec le temps. Et là, si je le fais dans un an, c'est peut-être même carrément différent. Voilà le concept. Je vais quand même saluer les amis, parce que c'est vachement important. J'adore ces amis qui soutiennent la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Vous êtes de vrais trésors. Ça fait du bien de vous savoir derrière et bienveillant. Et que dire d'autre? Oui, petit rappel quand même les deux petites règles essentielles. La première, attention, c'est un top, c'est subjectif, donc on peut ne pas avoir les mêmes opinions, c'est normal. Et la deuxième règle, je n'affiche que les boîtes parce que j'ai pas envie de froisser quelqu'un qui se serait embêté à faire une belle photo et il y aurait des droits sur la photo. Bon, bref, je vais pas jouer le gars qui pique les images comme ça sans vergogne. Bah non. Donc, si vous êtes intéressé par un jeu dont je parle, soyez curieux, soyez naturel, je pense que vous êtes pour la plupart curieux de nature, et puis en quelques clics et quelques coups de clavier, vous trouvez facilement les infos et les images. Donc, bon, là-dessus, je ne suis pas là pour pour tout mâcher, on est là pour partager, on est là pour être intelligent, être curieux. Allez, on se lance. Donc le top 10, bien sûr, c'est le pinacle du top 50. On arrive dans la crème de la crème. C'était assez marrant. Bon, j'avais posé des questions comme ça à la volée. C'est vrai que je suis pas très actif sur la partie communautaire sur YouTube, là, mais de temps en temps, quand ça me vient, je poste un truc. Et j'avais posé la question, tiens, quel jeu vous pensez voir arriver dans les 10 premiers? Et il y a eu quelques réponses. Il y en avait... je vais pas dire de nom, je dis pas de nom, de titre de jeu. Et quelques-uns, bon, il y en a qui ont vu quelques titres justes, et d'autres qui ont mis des trucs qui paraissaient logiques au vu de ma chaîne, mais qui finalement ne seront pas si logiques que ça. Donc, je finis mon disclaimer de début de vidéo, là, vous savez que j'aime bien parler, je prends le temps, on n'a toujours pas parlé du numéro 10, ça fait déjà plus de 4 minutes que je suis là. Mais s'il y a un jeu que vous voyez pas dans le top 10, c'est normal, c'est qu'il n'y avait pas sa place dans le top 10, c'est pas un oubli de ma part, ou alors j'ai vraiment une mémoire très très bizarre, mais non, il y aura une surprise. Une surprise, on n'en parlera pas du tout, donc ça sera bizarre, mais il y a un jeu, à mon avis, vous êtes pour certains persuadés qu'il est dans mon 10, et en fait, il est même pas dans mon 50. Ça sera pas... Enfin, vous comprendrez quand on aura fini le 10, vous vous direz, ah mince, c'est vrai qu'il n'a pas parlé de celui-là. Ah donc c'est de ce jeu-là qu'il parlait en début de vidéo. Bon, il y en a un qui est complètement sorti de mon affect personnel, et je bois une rasade avant de me lancer. C'est la rasade du condamné.
Il faut la gorge qui est sèche là, il faut toujours l'humidifier un petit peu. On attaque le 10, c'est parti, hop, ah bah il était prêt, ça tombe bien, le 10, voilà. Mage Knight, il faut le dire à haute voix, parce qu'il y a ceux qui font la vaisselle, je n'oublie pas ceux qui font la vaisselle, attention. Donc Mage Knight, un gros jeu, un très gros jeu. Il n'était pas dans mon précédent top, donc c'était mon top 25 du calendrier de l'Avent poétique d'il y a 2 ans. Non, il n'était pas dedans, simplement parce que je ne l'avais pas encore essayé à l'époque. Et c'est un jeu, alors c'est le jeu qui a fait longtemps partie, et qui était longtemps le numéro 1 de ma liste de jeux qu'il faut absolument que j'essaie un jour. et il a mis longtemps à arriver. Je me souviens que quand il y avait eu des mentions d'une Ultimate Edition qui allait sortir, alors je crois que ça remonte à... Ça fait déjà quelques années, si je dis pas de bêtises. C'était quoi, début 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Ça pourrait faire 3-4 ans. Je sais plus, le temps passe tellement vite qu'on se rend pas compte des fois. Et donc ça fait déjà, ouais, on va dire, et je prends pas de risque, quelques années, parce que dans Heroes of Might and Magic, quelques c'est de 1 à 4. Je me mouille pas. Et donc c'est quoi Mage Knight? C'est un jeu qui reprend dans l'esprit le jeu vidéo Heroes of Might and Magic. Je pousse un petit peu plus loin, je dirais le 3, mais enfin, maintenant la série de manière générale. Et Vladash Vatil, son auteur, qui ne s'est pas caché, qu'il était fan du jeu et qui s'en était pas mal inspiré pour écrire son jeu. On est donc dans du jeu où on va incarner un héros et un Mage Knight, parce qu'il s'appelle comme ça, les héros là-dedans. Et on va explorer une carte avec des cases, donc il y aura des cases forêt, des cases prairies, des cases marais, des choses comme ça. Mais pas que, il y aura aussi des lieux où on va pouvoir interagir. Donc je sais pas, par exemple des tours de sorciers, ou des châteaux forts, ou des... Il y aura d'ailleurs pas que des cases comme ça, il y aura aussi des tribus nomades qui vont se balader, des tribus d'orques, voire des tribus, oui, des créatures orques, voire des draconiens, des troupes errantes un peu plus fortes. Et donc notre héros va se balader sur la carte pour acquérir de l'expérience, donc en combattant justement des troupes errantes, en essayant de conquérir des lieux, va essayer de recruter des troupes qui vont aussi nous renforcer au combat et gagner des points pareil, en conquérissant. Oh putain, celle-là elle fait mal, hein. Bon, en conquérant des lieux, ouais, en conquérant des endroits. Voilà. Donc le but est d'avoir le plus de points de victoire. Pas ça sans multi. Le jeu est très très bien foutu pour le solo. C'est d'ailleurs un jeu qui était avant toute chose pensé pour du solo. Je fais un clin d'œil au copain Enzo qui m'avait donné l'info. Mais ça peut se jouer à plusieurs, mais vraiment en solo c'est bien. Et la mécanique du jeu repose sur du deck building. Et donc on a une main de cartes qui va permettre de faire des actions chaque tour. Donc des actions qui vont être du mouvement, du combat, de la parade quand on est en combat, enfin de l'attaque ou de la parade quand on est en combat. Parce qu'il y a des phases de combat qui sont pas mal, sont assez tactiques, c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis on va peaufiner, donc on a notre deck de départ et on va essayer de le peaufiner en prenant des niveaux, parce qu'on peut gagner des niveaux dans ce jeu, on prend l'expérience pour gagner des niveaux. Donc il y a vraiment un sentiment de progression tout au long de la partie. Et la progression va être assez... d'une partie à une autre, la progression va être assez différente, parce qu'on va pas avoir les mêmes choix de boost. Peut-être un niveau sur 2, on va avoir un petit boost en plus, et une carte en plus. Et l'autre niveau sur 2, et débloquer un point de recrutement, un slot de recrutement, donc on pourra recruter une troupe supplémentaire. Et l'autre niveau sur 2, non c'est ça, l'autre niveau sur 2, on pourra recruter une troupe supplémentaire. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Et on pourra également avoir plus de cartes en main. C'est toujours intéressant dans un jeu de deck building, dans un jeu de cartes. Plus on a de cartes en main et plus c'est intéressant, plus il y a d'options possibles pendant le tour. Et plus on aura d'armure aussi pour mieux encaisser les chocs en cas de combat. Alors par contre, attention, c'est un petit peu usine à gaz au début quand on se lance dans le jeu. On repart beaucoup dans le bouquin de règles, et il faut reconnaître que le bouquin de règles, il est écrit d'une manière pas très très intuitive. Il est écrit pour être lu d'une traite en fait. Il faut tout lire, comme ça on a toutes les infos. Le problème c'est que nous, on est maintenant en 2022, on a joué à plein de jeux. Donc se rappeler des règles, il faut... c'est pas évident de se rappeler toutes les règles, surtout les jeux qui sont
assez lourd, on peut pas se rappeler de tout. Donc on doit souvent revenir dans le bouquin de règles, et revenir dans le bouquin de règles de Mage Knight, c'est quand même un sacré enfer. Donc là, c'est le petit bémol du jeu qui fait que je le mets en 10. Il pourrait mériter d'être plus haut, mais il peut pas être plus haut. C'est pas possible. Parce que voilà, il y a ce côté usine à gaz qui fait que quand on le sort, déjà une partie est quand même assez longue, et en plus on sait que la partie va être rallongée, parce qu'il y aura des allers-retours dans le bouquin de règles, et c'est un peu dommage. En tant que grand fan de la série des Heroes of Might and Magic, enfin je dis grand fan de la série, mais en réalité j'ai beaucoup joué aux deux parce que c'est celui que j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai découvert la série, et quand le 3 est sorti, je me suis rué dessus, et c'est celui que j'ai le plus joué. J'ai essayé le 4 vite fait sans trop de succès, et finalement je suis pas allé plus loin. Donc bon, c'est pas... je suis grand fan du 2 du 3 en fait, hein, pas de la série en général, parce que je pense qu'après ça c'est pas bien développé. En attendant, la mécanique du jeu de plateau, donc de Mage Knight, étant pas forcément très proche du jeu vidéo, mais le thème et l'esprit sont tellement proches qu'il fallait que j'essaye ce jeu, et l'essayer c'est l'adopter. En fait, très clairement, c'est dur, quand on est un joueur solo, c'est dur de ne pas apprécier Mage Knight quand on apprécie déjà les jeux à la Heroes of Might and Magic. Donc il y a pas mal de choses intéressantes dedans, le challenge est costaud, il y a un genre de... On sent une pression constante du jeu. On la sent pas vraiment, mais on sent qu'on peut pas trader. On est obligé de monter en expérience parce qu'au bout d'un moment, on sait qu'on doit accomplir le scénar en, je sais pas moi, 3 jours, 3 nuits. Et on voit que ça commence à s'enchaîner. On arrive au dernier jour, il va plus rester beaucoup de temps. Et mince, on n'a pas encore attaqué les grandes cités là. Allez, on va se mettre un petit coup et on va y aller. Non, c'est bien. C'est bien dosé. Et pour l'avoir testé à deux, et l'avoir testé en solo, clairement oui, le jeu est quand même plus sympa en solo. Ce qui est bizarre. C'est un des rares jeux pour lesquels je vais penser comme ça. La plupart des jeux sont toujours plus sympas à plusieurs, et pas en solo. Bah là clairement, c'est plus... À deux, on peut pas se marcher dessus si on joue en coop, donc il faut qu'on parte chacun de notre côté, donc c'est comme si on jouait chacun en solo de notre côté. C'est un peu bizarre. Sinon, on tarit le potentiel de prise d'XP de l'autre en cavalant à côté de lui, donc c'est pas un bon plan. Non, il faut vraiment qu'on fasse chacun notre petite histoire de notre côté. Un excellent jeu, vraiment. Si vous êtes joueur solo et que vous ne rechignez pas à sortir une grosse boîte avec pas mal de matos et que les règles ne vous font pas peur, bon, allez-y, hein, foncez. À mon avis, c'est un succès garanti pour vous aussi. Voilà pour Mage Knight. On va passer au 9. Ah, et pour finir avec Mage Knight quand même, attention, ça rentre pas dans le Kallax. Pas dans la case classique du Kallax, ça rentre pas, faut le savoir. Je parle de l'Ultimate Edition, bien sûr. Je pense que sur l'ancienne version, peut-être en le mettant dans l'autre sens, ça peut passer. Ultimate Edition, non, ça passe pas, il est trop massif. C'est con, mais faut le dire, c'est quelque chose qui, je sais que pour certains, c'est important. Le numéro 9 maintenant. Alors le 9, on passe dans les chiffres dans les nombres à un seul chiffre. Donc là, ça devient du sérieux. Bon, Mage Knight, c'était déjà du très sérieux, de toute façon. Pas bambiner là-dessus. Le 9, il risque de faire un petit peu couiner. Il risque de faire couiner parce que, honnêtement, vous allez vous dire quoi, il y a mis Mage Knight en 10 et il a mis ça en 9. Bah oui, mais là, j'en reviens à la jurisprudence. Attention, c'est personnel. On y va ou pas? Vous êtes prêts à sentir la carotte? D'ailleurs, qu'est-ce qui est transparent qui sent la carotte? Vous le savez ça? Vous savez pas? Bon, vous le savez. Qu'est-ce qui est transparent et qui sent la carotte? Un P de lapin. Eh oui. 9, Bunny Kingdom. Eh oui, Bunny Kingdom. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fout en 9 ce jeu? J'adore Bunny Kingdom. Il faut pas chercher. J'adore ce jeu. Je suis fan de ce jeu. Y a rien à faire. J'en ai parlé. Attends, quand est-ce que j'en ai parlé? J'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne. Pour quelle raison? Non, c'est pas que j'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne. C'est que, oui, vous irez faire un tour sur la chaîne de Explique-moi ça. Qui fait donc David de Explique-moi ça. Vous irez faire un tour. Il va pas tarder à sortir une vidéo sur les... Ouais, je fais une parenthèse comme ça, qui a pas trop de rapport avec mon top, mais qui va sortir donc dans pas longtemps une vidéo où il a demandé à chaque... il a demandé comme ça, de manière ouverte, à tous ceux qui voulaient, de lui envoyer une courte vidéo de 30 secondes à 1 minute,
d'un jeu qu'on conseillerait pour Noël et d'un jeu qu'on aimerait avoir pour Noël. Voilà. Principe comme ça, donc on a joué le jeu, on était plusieurs à jouer le jeu. Et donc j'ai joué le jeu aussi, et vous vous doutez que j'ai proposé Bunny Kingdom, je spoil complètement ma partie de sa vidéo, mais c'est pas grave, on est entre nous. C'est pas gênant, c'est la famille, pas de souci. Puis je mets Bunny Kingdom en 9, donc j'ai tous les droits, hein. C'est clairement, on n'est plus à ça près, comme dirait quelqu'un, c'est n'importe quoi. Donc Bunny Kingdom en 9. Alors, le jeu, on a chacun un clan de lapins et on a une carte de 10 cases sur 10 cases, donc il y a 100 cases en tout, qui est répartie, une carte avec des territoires prairies, forêts, des lacs et des montagnes et des champs. Oui, des champs. Et c'est du draft. Donc on va avoir une main de cartes, on va sélectionner 2 cartes et on va passer le reste à son voisin. On va jouer les 2 cartes. Donc ça va être, la plupart des cartes correspondent à une case du plateau, ça va être J7 ou C8, etc. Et chaque case va proposer quelque chose, donc soit un type de ressource, soit rien d'ailleurs, ça peut être rien du tout, soit une cité qui serait déjà sur place avec une tour. Et on va poser un de nos lapins dessus pour montrer que bah tiens, on a réclamé le territoire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les terrains, il y a aussi des cartes avec des missions secrètes qu'on rappellera en fin de partie pour le décompte de points. Il y a aussi des cartes qui permettront d'ajouter des choses sur ces cases, ajouter un château par exemple, ou ajouter une autre ressource, une ressource spéciale. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres options. Et donc ça se joue en 4 manches. Et au bout des 4 manches, celui qui a le plus de points gagne. Celui qui a le plus de carottes d'or gagne. Et sera appelé Grandes Oreilles par le roi Lapido. Ça c'est important. Le lore est important dans Bunny Kingdom. Vous ne savez pas à quel point le lore est important. Et donc à chaque fin de manche, par contre, il y a un décompte de points. Et on fera le calcul de tous nos fiefs qui correspondent au nombre de tours qu'on a dans les cités, multiplié par le nombre de ressources spéciales, ressources différentes, pardon, pas spéciales. Et voilà, donc ça fait un jeu de draft et de placement. Et c'est mignon, j'adore, c'est super beau, j'adore ces plateaux comme ça, verdoyants, chatoyants, etc. C'est un mot que le mot chatoyant, j'adore, je le sors souvent pour ces jeux-là. J'aime bien l'ambiance du jeu, c'est sympa, ça se joue plutôt rapidement, c'est du draft, ça va vite. Ça se joue jusqu'à 4, voire 5 si vous avez l'extension. Et alors il y a une rumeur qui dit que oui, le jeu va vite. Il se joue donc ils annoncent 45 minutes sur la boîte. Certains disent que oui, ça se joue en une demi-heure, 3/4 d'heure, et que la dernière phase de calcul des points fait durer le jeu du double de temps. Bon, c'est qu'une rumeur, hein, c'est pas exactement vrai, bien sûr, mais c'est vrai que la dernière phase est un chouïa plus longue pour le calcul. Mais ça reste quand même un jeu qui se joue de manière relâchée et détendue. Alors, c'est du Richard Garfield, hein, donc c'est l'auteur de Magic, et oui, l'auteur des cartes Magic, qui a pas fait que ça, hein, qui a fait Keyforge, hein, bisous à Vianney au passage, et qui a fait d'autres trucs connus, plus ou moins marché, ça dépend les cas. Bon, des lapins alors, il y a une dose d'humour quand même dans le jeu, parce que la plupart des cartes missions secrètes sont illustrées par des lapins qui vont rappeler des trucs. Alors, il y a Lapinatorix par exemple, qui va donner des points en fonction de certains trucs. Je ne vais pas spoil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les noms, il n'y a pas pour le lapin, il y a des petites références à droite à gauche, et il y a des noms qui sont parfois vraiment, vraiment rigolos. Il y a Lewis Carotte, quoi, celui-là. Alors cherchez pas, c'est le lapin ultime. Lewis Carotte. Ça c'est trop drôle. Mais je crois qu'il est dans l'extension celui-là, je suis pas certain qu'il soit dans le jeu de base, je sais plus. Mais il y a des trucs... ça me fait fondre, hein. Bunny Kingdom, ça me fait fondre. C'est pour ça que, d'ailleurs, hein, bah oui, et si, c'est aussi là que j'en avais parlé, je me souviens maintenant. Avec la vidéo de la liste pour Papa Noël. C'est ça, je me souviens maintenant. J'en ai parlé de Bunny Kingdom parce qu'ils ont sorti chez Yellow des puzzles Bunny Kingdom avec, il y en a 2, 1000 pièces, un qui correspond au jeu de base et un qui correspond à l'extension. 1000 pièces, et c'est les puzzles de la gamme où la boîte du puzzle ne correspond pas au puzzle, ça correspond à ce qui va arriver après. Et donc on doit essayer de deviner un petit peu ce qui va se passer. On découvre petit à petit ce qui va se passer après ce qu'on voit sur l'image. Donc c'est intriguant, en même temps c'est rigolo, c'est amusant. Et donc j'avais mis ça sur ma liste, et je vous avais dit d'ailleurs, c'est là où j'avais un peu partagé mon amour pour ce jeu.
Parce que je vous avais... Oui, j'avais pas d'illustrateur qui était pas loin de chez moi, je crois. Et je vous avais dit que les puzzles, c'est pas du tout mon délire. Mais là, comme c'est du puzzle Bunny Kingdom, ben vas-y, banco, quoi, je les veux. Je veux ces puzzles. Je veux ces 2 puzzles dédicacés par Paul Maffaillon, qui est l'illustrateur le génial illustrateur de Bunny Kingdom. Et si en plus il peut me faire les puzzles à la place, ça c'est encore mieux. Je plaisante bien sûr. Mais voilà, Bunny Kingdom en neuf, c'est un plaisir de le sortir à chaque fois. J'adore cette boîte et je me verrai très difficilement me séparer de cette boîte un jour. Bon, on est déjà à 20 minutes, on a fait que 2 jeux. On est mal, les amis. Hein. À mon avis, la l'heure, on la passe facile. On va jouer les prolongations sur cette vidéo, c'est certain. On est dans le top 10. Il y a plein de choses à dire. Moi, j'ai des anecdotes aussi après sur Bunny Kingdom, mais je vais vous épargner ça. À mon avis, vous en avez déjà entendu, assez entendu parler. Je vais respecter vos grandes oreilles et nous allons passer au numéro 8. Bon là, on revient sur un cadre plus sérieux quand même, un thème un peu moins jovial, un peu moins de jeux de mots aussi. Voire, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. C'est quand même plus... plus austère. Bien que la boîte soit élégante. Et je crois que je l'avais cité, je sais plus s'il était dans le top ou s'il était dans les mentions honorables, mais quand on avait fait un top des plus belles boîtes avec Léo Laboucate, là, sur notre talk show numéro 1, qui était aussi notre dernier d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait d'autres, je crois qu'il était dedans. En tout cas, dans le mien, il était dans le mien. Dans le sien, je pense pas, mais dans le mien, il y était. Alors, j'en ai assez dit pour ne pas vous montrer la boîte. On va parler un petit peu d'Anachronie, les amis. Anachronie. Et c'est très rigolo, parce que quelqu'un... c'était Miro qui avait mis dans les... J'avais fait une petite erreur de titre dans ma dernière vidéo. Et Miro avait dit, tiens, une Anachronie, ou je sais plus ce qu'il avait dit à propos du jeu. Parce que je m'étais planté dans la numérotation de ma vidéo. J'ai rectifié entre-temps. Et oui, il y avait Anachronie en plus dedans, ça m'a fait sourire. Je dis, ben, il sait, Miro le sait. Ah, incroyable! Ça, il sait tout, il est rentré dans ma tête. Bah oui. Donc, Anachronie, c'est un jeu plutôt euro, c'est un jeu, on va gérer, on a un jeu de placement d'ouvriers, et on est dans un thème post-apocalyptique. Donc, en gros, il y a eu un gros cataclysme sur Terre, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop bien, mais on incarne chacun une faction survivante. Alors, pareil, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. C'est ça qui est rigolo. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il est aussi bien classé dans mon top, là. On a une faction qui peut être asymétrique, d'ailleurs. Enfin, le jeu peut être asymétrique. Il peut être symétrique de base, mais on peut jouer avec les factions asymétriques. Ce qui est toujours mieux dans ces jeux-là. C'est aussi ce qui fait que j'apprécie plus facilement ces jeux-là. Ça change un peu. Et nous allons, en gros... toujours pareil, hein, que ces jeux-là, on va essayer de faire le plus de points de victoire que tout le monde. Ça se joue de 2 à 4. Il y a une version solo contre le Chronobot. J'ai pas trop accroché, mais elle a le mérite d'exister. Et donc plus de points de victoire en construisant des salles dans notre complexe. Il y a d'autres manières d'ailleurs de prendre des points en faisant certaines actions. Enfin, bon, bref. Mais là où il y a des petits twists dans le jeu qui sont rigolos, ou tout du moins des procédés qui sont assez amusants. Il y a une notion de voyage dans le temps dans le jeu qui fait qu'on peut, à un moment donné, pendant un certain moment du tour, on peut aller chercher des ressources dans le futur qu'on va devoir rembourser par la suite, parce que le fait d'aller chercher des ressources dans le futur, qui vont nous aider à nous développer sur l'instant présent, vont être un peu risqués. Le joueur qui a le plus profité du fait d'aller chercher des ressources dans le futur va être pénalisé, enfin peut être pénalisé pendant la partie, parce qu'à un moment donné où il y a une phase d'anomalie, on jette des dés, on voit est-ce que le fait d'être trop allé dans le futur, ça va apporter préjudice. Et puis Marty, ça va faire sauter le continuum espace-temps ou je ne sais quoi. Enfin, il y a un petit truc comme ça qui est assez rigolo. Quoi d'autre? Il y a une notion d'action qu'on peut faire en lieu sûr dans notre base, et il y a des actions qu'on va devoir aller faire à l'extérieur. Sauf qu'à l'extérieur, comme on est dans un monde post-apo et qu'il y a ces délires vous savez, de radioactivité ou de dangerosité, tout simplement, à droite à gauche, pour aller justement chercher ces actions, et bien, il va falloir mettre son ouvrier dans un genre j'allais dire un bot, mais c'est pas ça,
un genre de... Ah mince, un voilà, un exosquelette, enfin une exo-armure. Et donc on a des exo-armures qu'on va devoir activer en début de tour. Donc c'est pareil, ça va nous coûter des ressources d'activer des exo-armures, donc il va bien falloir en début de manche bien anticiper le nombre d'exo-armures dont nous aurons besoin pour y placer des ouvriers et les envoyer en espérant bien sûr que quelqu'un d'autre ne va pas le faire avant nous, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, donc il y a des actions qui seront convoitées aussi par les adversaires. Et donc il y a un calcul à faire. Pareil, les ouvriers ne sont pas tous les mêmes, il y a 4 types d'ouvriers, il y en a 3 différents, et il y en a un qui fait un peu office de joker. Et donc certaines actions sont disponibles uniquement pour certains ouvriers et pas d'autres. Donc il y a tout un calcul de choses à faire. On va pouvoir construire des salles qui vont nous permettre d'autres actions sûres, voilà, et d'autres façons de gagner des points. C'est un jeu qui se joue d'ailleurs en 4 manches, plus 1, 2 ou 3. C'est assez marrant, parce qu'au bout de la 4e, il va arriver un genre de nouveau cataclysme qui va accélérer un peu la fin de partie, qui va faire en sorte que les lieux derrière seront condamnés. Certains lieux seront condamnés, et d'autres lieux vont se condamner au fur et à mesure qu'on va les utiliser. Il va falloir évacuer notre groupement de personnes, notre mini-civilisation, des choses comme ça, pour aussi scorer des points. Enfin bref, je ne vais pas développer davantage de jeux, mais vous comprenez un peu le délire déjà avec ce que je vous explique. Sauf si vous considérez que je galère à vous expliquer ce qui arrive. Parfois, il y a des jeux où j'ai du mal à me faire comprendre. C'est pas évident. Surtout sans image rien, je tente le coup, hein, c'est pas forcément simple. Donc ça, c'est un jeu... Comment je l'ai découvert, parce que c'est aussi marrant des fois de raconter comment c'est arrivé. Honnêtement, celui-là, c'est la boîte. Je regarde un petit peu les nouveautés vaguement à l'époque. Et la boîte, j'avais trouvé vraiment sympa. Tu vois, tiens, Anachronie, ok, jeu poste d'ouvrier, etc. Un univers post-apo. Déjà, rien que ce que je viens de vous mentionner là, ça partait bien. Dans mon oreille, ça sonnait super bien. Voilà, micro-coupure, parce que j'ai dû tousser dans le micro, hein, parce que j'arrête pas de faire depuis tout à l'heure. Vous l'entendez pas, je vous ai pas de vos oreilles, mais j'arrête pas. Et donc ça partait bien. Je me suis dit, bon, ok, il était à 60 balles à l'époque. Ouais, c'est un certain budget, mais bon, allez, je pouvais. Ouais, ça me semble pas mal. Les feux ont l'air d'être tous au vert. Au niveau des composants, ce que ça promet comme partie. Allez, on y va. Et hélas, j'ai eu le sentiment. Enfin, genre, hélas, il n'y a pas d'hélas pour l'instant. J'ai tout dépunché, ça m'a pris un temps fou parce qu'il y a quand même pas mal de matos. J'ai lu les règles, ça m'avait hypé, vraiment bien hypé, j'étais pressé de jouer. Hélas, j'ai eu l'occasion de sortir que 2 fois, je crois. Juste comme ça. C'est le problème de ces jeux-là, c'est que c'est lourd. Donc pour trouver les joueurs, c'est pas forcément évident. Et après, on finit par abandonner l'idée d'y jouer. Et donc, voilà, c'est fort dommage. Pourtant, c'est un chouette jeu, j'ai vraiment apprécié. Et bon, la partie de Chronomatch, j'avais pas trop accroché par contre en solo, je vous l'avais dit juste avant. Mais voilà, si je devais rejouer un jeu post-ouvrier, etc., là, ça serait celui-ci. Celui-ça. Je dis ça, je suis en train de regarder en même temps les jeux qui vont arriver après. C'est pas tout à fait vrai, il y en a encore un au-dessus. Ce serait le 2e jeu de post-ouvrier auquel j'aimerais jouer. Mais enfin, en tout cas, celui-là, je serais très chaud pour refaire une partie là, si j'avais l'occasion. Et oui, c'est normal, c'est pour ça qu'il est mon numéro 8. On passe à quelque chose d'autre. On va passer sur un autre registre avec le numéro 7. Un registre qui est le registre de la figurine. Et nous allons faire un tour. Nous allons revenir, parce que j'en ai déjà parlé, sur une des vidéos précédentes de Stop 50. L'univers en tout cas, parce que c'était pas du tout le même jeu. C'était l'univers de Game of Thrones. Et nous allons causer du Trône de Fer. Alors je parle de la version jeu de figurines qui est éditée par Edge. Edge, alors c'est Cool Mini or Not aussi. Le Trône de Fer, A Song of Ice and Fire. Certains l'appellent Azoyaf. Vous savez, c'est l'acronyme de A Song of Ice and Fire. Le Trône de Fer, c'est quoi? C'est un jeu d'affrontement entre 2 armées. Ça peut se jouer à plus que 2 joueurs, mais le jeu n'est pas vraiment bâti pour être joué à plus de 2 joueurs. Très clairement, c'est fait pour du 1 contre 1. Et 2 armées vont s'affronter. On n'est pas encore dans un registre Warhammer dans le sens où il n'y aura pas une armée pléthorique, il y aura une armée plutôt composée de 5, 6 unités, parfois 4 si on joue vraiment les très grosses unités et avec plus de persos non combattants, mais
Ça va souvent osciller entre 5 et 7 régiments pour un nombre de points standard qui est de 40 points, mais ça je vous laisse, je vous épargne les détails. Et donc un classique des jeux d'affrontement avec figurines, on va chacun composer une liste d'armées, en fonction de ce qu'on a en figurine bien sûr, et en fonction du nombre de points qu'on va s'attribuer chacun. On va dire, ok, on fait une partie à 40 points, vas-y, chacun va faire sa liste à 40 points, en respectant les règles bien sûr, et c'est parti, roule ma poule, on se retrouve sur le champ de bataille, on va jouer un scénario, peu importe lequel, et on se déploie et on se met joyeusement sur la chetron, comme diraient certains. Donc on retrouve bien sûr les factions de l'univers du Trône de Fer par J.R.R. Martin, et c'est J.R.R. d'ailleurs, je crois que c'est un G ou c'est un J, je sais plus. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Non, c'est un J, je crois, donc c'est J.R.R. en anglais. Enfin bref, hein, Game of Thrones, donc les Stark, les Lannister, qu'on voit sur la boîte de départ là, qui est sur la gauche de votre écran. On peut jouer les Greyjoy, on peut jouer les Targaryens, on peut jouer le peuple libre, donc les Sauvageons au-delà du mur, c'est la faction que je joue actuellement. Il y a la Garde de Nuit, enfin bref, c'est toutes ces factions-là. Petit bémol, j'étais déçu parce que je voulais commencer Tyrell. Moi j'aime bien la famille Tyrell dans la série. Et en fait, elle se joue pas en tant que faction entière, en tant que faction indépendante, elle se joue dans la faction Baratheon. C'est dommage. Quand on joue... donc c'est pas Stannis Baratheon, mais c'est son frère là. J'ai Renly, quand on joue Renly, on peut jouer les Tyrell avec. C'est un petit peu dommage, ce qui fait que je suis parti sur le peuple libre, je trouvais qu'il me correspondait bien, mais donc ouais, jeu de figurines classique. Alors classique, une petite différence par rapport aux jeux de figurines habituels, c'est que celles-ci sont en monobloc. Alors, toutes les figurines du jeu sont en monobloc. Pas besoin de les assembler, de base, elles sont déjà sur le socle, en une seule partie. Là, on n'a pas besoin de changer d'arme, quoi que ce soit, on peut pas customiser, c'est comme ça. Tout est très standardisé d'ailleurs dans le jeu, c'est-à-dire que toutes les infanteries sont des infanteries qui sont sur des socles régimentaires qui font toutes la même taille, ça sera toujours 3 rangs de 4 figurines. Voilà, c'est pour simplifier la chose. Les cavaleries sont toujours des cavaleries sur des socles régimentaires de 2 cavaliers et 2 cavaliers, 4 cavaliers en tout, donc 2 rangs de 2, et bon, c'est amusant, puis les monstres, eux, font cavalier seul, et la jouent solo. Donc ça, c'est pour simplifier le tout. On est loin des Warhammer, etc., où là, on customise à la figurine près toutes les armées. Ça rend le jeu plus simple, ça rend le jeu plus abordable. Attention, le jeu n'est pas si facile que ça quand même. Il y a des petites choses, parce qu'il y a l'apport d'un plateau politique à côté du champ de bataille, et c'est assez marrant. J'avais pas encore vu ce genre de système dans d'autres jeux. Alors ça existait peut-être déjà ailleurs, je sais pas, je suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais il y a la possibilité de jouer des personnages non combattants. C'est-à-dire que par exemple, vous imaginez mal quand vous réfléchissez à l'univers de Game of Thrones, vous dites, j'imagine pas, par exemple, Catelyn Stark ou Sansa, sa fille, sur un champ de bataille. Pourtant, il y a des figurines de Catelyn Stark et de Sansa Stark. Alors pourquoi faire? Elles vont pas être dans des régiments. Si elles se retrouvent sur le champ de bataille, elles vont se faire hacher menu et ça sera réglé. Eh ben si. Enfin, elles sont pas sur le champ de bataille, mais elles vont pouvoir être activées sur le plateau politique et apporter des soutiens ou infliger quelques malus à l'armée adverse quand on va les jouer sur le côté. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le jeu se joue en une activation à tour de rôle, c'est-à-dire que je vais jouer mon tour, je vais jouer une de mes unités, l'activer, faire donc soit un mouvement, soit faire une phase d'attaque, faire autre chose. Et mon unité sera activée, donc elle ne pourra plus s'activer pendant tout le déroulé de cette manche-ci. En face, mon adversaire va faire pareil, il va jouer une de ses unités, puis ça va revenir à moi, je vais rejouer une de mes unités, etc., etc. Et quand j'aurai envie, je pourrai aussi jouer un de mes personnages non combattants, qui va venir se poser sur ce plateau politique, qui est composé de 5 cases, qui donnent chacun des choses spéciales, donc une phase de mouvement en plus, par exemple, le fait de piocher des cartes, par exemple, le fait de soigner des unités, parce qu'on peut se rendre des figurines aussi. Les cartes, j'en parlerai juste après. Et donc ça permet à la fois de temporiser, puis ça permet en même temps de donner des avantages. Surtout que les personnages en eux-mêmes
ont aussi des règles spéciales qui font que, bah tiens, si ce personnage-là se retrouve placé sur cette case-là du plateau poétique, eh bien, elle peut changer le texte de la case du plateau poétique par sa propre action, etc. Donc vous imaginez, il y a quand même des effets, des petits combos à faire, des choses comme ça. Et quand je parle de combos, souvent on parle de cartes avec. Et bien c'est le cas. Dans le jeu, chaque armée a son deck de cartes, qui est composé de 14 cartes récurrentes, et de 6 cartes qui sont différentes selon le général qu'on choisit de jouer, parce qu'on n'est pas obligé de jouer toujours le même général. Hein. Si je joue mon peuple libre, je ne vais pas toujours jouer Tormund ou Mance Raider, il en existe d'autres. Et donc voilà, à chaque fois qu'on change de général, on va changer un peu de style d'armée, parce que le deck va être un petit peu altéré, et ça va forcément influencer mes choix de composition d'armée et mes choix sur le champ de bataille. Donc c'est un jeu qui est assez marrant, parce que c'est pas donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du Warhammer pur et dur, hein, on n'est pas dans une stratégie de malade, mais il y a quand même des subtilités, et ça le rend vraiment, vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. On est un peu dans un jeu, un wargame de figurines qui est d'entrée, alors pas d'entrée de gamme, d'entrée initiatique, on va dire. C'est plus un jeu qui reste abordable. C'est un bon moyen d'entrer dans la figurine. Voilà, retenez surtout cette phrase-là plutôt que les précédentes où je cherchais un peu mes mots. Alors c'est vraiment un bon jeu pour entrer dans la figurine. En tout cas, en ce qui concerne les armées. Parce que ça va assez vite à peindre, sans mort de rien. Sur mon armée de 40 points de peuple libre, je me suis mis un mois à fond à peindre beaucoup de soirées, beaucoup de nuits sur les figurines. Et c'est bon, elle était prête. Tout prête à jouer, etc. Ce que vous avez vu sur ma chaîne, là, j'avais fait un vlog du tournoi de l'Anna où je m'étais fait d'ailleurs décimer parce que j'étais allé en tongs dans ce tournoi, j'avais fait volontairement n'importe quoi. C'était dur hein, de faire ça, de veiller à la caméra en même temps et de réfléchir aux règles. J'avais joué que 2 fois, c'était pas évident. Mais oui, mon armée était. Enfin, si vous voulez une idée de mon armée, elle était sur cette vidéo-là. Et c'est plaisant. Les figurines sont plaisantes, c'est un format 32 mm, il me semble. Je dis pas de bêtises. En tout cas, si je me plante, c'est pas loin de 32 mm. Ce qui veut dire que c'est ce détail où c'est agréable à peindre, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Honnêtement, pour du monobloc, les figurines sont vraiment sympas. Il y a une différence par contre entre les éditions. C'est-à-dire que les toutes premières qui ont été sorties, je vois la première boîte de base Star contre Lannister, c'est pas de la même finition que ce qui sort maintenant. On voit qu'ils ont vraiment fait des progrès et c'est cool. C'était déjà pas mal hein, genre pour du jeu à ce prix-là, parce que c'est pareil, les prix du jeu sont vraiment abordables pour du jeu de figurines. On peut se lancer dans le jeu avec un budget entre 150 et 200 balles. On peut déjà faire du jeu, voire on peut même déjà faire du tournoi si on veut. Et quand je dis on peut faire du jeu, c'est on peut faire une partie normale, quand on fait pas une partie tronquée avec des mini-armées. Non, on peut déjà vraiment jouer. Les boîtes de base qui sont à 90-100 balles, là, les boîtes de base de faction, permettent quasiment d'aligner les 40 points. On est vers les 35 points, plus ou moins. Donc c'est pas mal. C'est vraiment, le jeu est abordable de par ses règles et de par son prix. Je dis ça, alors ça peut peut-être paraître cher pour certains, hein, mais en fait, les jeux de figurines, d'armées de figurines, c'est souvent des prix qui sont bien plus élevés que ça. Si vous voulez une armée compétitive, vous l'aurez pas à 150 balles. Vous pouvez au moins doubler le prix, et encore. Et encore. Donc, Trône de Fer, un régal, je découvre le jeu depuis ces derniers mois. J'adore y jouer, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Et l'univers, on aime l'univers. Ça manque encore un tout petit peu de trucs fantastiques, mais c'est l'univers de Game of Thrones. Il y a quelques dragons qui se battent en duel. On verra pas de trolls et pas d'orques et pas de choses comme ça, mais c'est pas grave, il y a d'autres jeux pour ça. Donc là, un régal. Voilà, j'en dis pas plus, car sinon ma vidéo va durer 5 heures. En réalité, je pourrais faire une vidéo entière pour chacun des jeux du top 10. À ce point-là. Ouais, même Bunny Kingdom, hein, j'aurais pu, sans déconner. Je peux tenir 1 heure là-dessus, comme pour rire. Ne me mettez pas au défi de le faire. Attention. Bah, j'ai pas de suite à ma phrase. Je vous prépare le suivant.
Le numéro 6. Comment on va l'annoncer celui-là? On va l'annoncer de cette manière. Pam 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 pam. Et on va aussi l'appeler de cette manière-là. Gravaillon, gravaillon, grave. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pensez pour Gravaillon, hein, qui est génial. Non, c'est pas Assaut sur l'Empire. C'est pas Star Wars Assaut sur l'Empire. C'est pas celui-là. C'est pas Star Wars Légion, parce que je l'ai déjà mentionné dans le top, il était où Star Wars Légion? Il était vers la fin, je crois, parce que j'ai pas assez joué encore. 37 quand même, 37. Ouais, en plus, vers la fin du top 50, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Il était 37 parce que ça, c'est à venir sur la chaîne. Enfin, à venir. Dans ma carrière de joueur, c'est à venir. Non, c'est Star Wars Rébellion. Et là, je fais plaisir à GameStuff, qui aimerait avoir ce jeu. Je le sais qu'il aimerait l'avoir. Bon, Star Wars Rébellion. Alors là, attention, ça va encore prendre au moins 10 minutes. Ah, je vous l'annonce. Hein, pour péter ça, d'ailleurs, dédicace aux copains Zef, on fait péter la boule crème. Alors, on arrive en décembre, ça y est, boule crème dans les magasins, c'est mon péché mignon, ça. Chaque année, pendant un mois, je m'engraisse de boule crème. Ça m'écœure à force, mais je les mange machinalement parce que la boîte est toujours à portée de main. C'est une sale bêtise, ça, faut pas le faire. Sale manie. Alors, attendez. Je savoure ma boule crème. Et je déguste ma boule crème. Voilà. Ça fait penser un peu à The Big Lebowski avec l'autre taré, là. Walter Shopscat. Je savoure mon café. Je bois mon café quand il vient de péter un câble dans le bistrot. Enfin bref. Star Wars Rebellion. Un jeu, un contre un. Alors, ils disent qu'on peut le jouer à 4. Honnêtement, c'est bidon. Faut pas le jouer à 4, c'est du 1 contre 1. Et vous emmerdez pas à essayer de jouer à 4. C'est un jeu d'affrontement dans l'univers de Star Wars, sans blague, hein, vous l'aviez compris. On est ici dans la fameuse épopée, épisode 4, 5, 6, la trilogie, quoi, le truc de base. Bien qu'avec l'extension, on a un petit bout de Rogue One qui va se greffer avant, la période qui est juste avant l'épisode 4. Ouais, ça dénature pas trop, ça va encore. Ça dénature pas trop, je dis ça pour ceux qui sont vraiment campés sur le ouais, 4, 5, 6 c'était mieux avant, et le reste, allez vous faire foutre. Non, il y a un petit peu de Rogue One aussi quand on met l'extension, et hélas, l'extension est, hélas, est quand même un petit peu obligatoire si on veut un jeu un peu mieux construit niveau des combats. Le reste, c'est pas encore trop gênant, mais c'est vrai que pour les combats, le système de combat est meilleur avec l'extension. Attention, le système de combat reste à mon avis un petit peu le point faible quand même du jeu. Mais on reste sur un jeu top 6 de mon top 50. Là, on est sur du lourd. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Je sais pas si le pote William va regarder cette vidéo-là. J'en sais rien, mais s'il la regarde, à mon avis, tu dois bien te marrer, William, de voir qu'il est 6. Alors que ce jeu, on a tellement mis du temps avant de vouloir le tester quand tu l'as ramené au club. Là, je développerai l'anecdote un petit peu plus tard, peut-être, si j'y repense. Parce que je vais ouvrir 15 000 tiroirs entre deux, et j'y penserai peut-être plus. Bref, Star Wars Rebellion, donc asymétrie totale, absolue. Un joueur de l'Alliance de l'Alliance rebelle qui est vraiment qui dispose de sa pitoyable petite bande là, qui va faire ce qu'il peut avec ses petites troupes de rien du tout là. Il a pas grand chose. Il a sa base secrète quelque part sur l'immensité de la carte qui représente pas mal de systèmes. Et on a l'Empire intergalactique tout puissant qui est blindé de troupes, qui est vraiment qui est présent partout quoi, hein, quasiment, et qui va mettre une pression énorme aux joueurs de l'Alliance Rebelle pour essayer de faire déjà pour qu'il change de slip plus facilement et pour que son slip passe du côté obscur, c'est connu, voilà. Et puis il va essayer de trouver sa base, parce que le but du joueur de l'Empire, c'est de trouver la base rebelle. Et oui. Et le joueur rebelle, lui, c'est de réussir à temporiser un certain temps pour gagner la partie. Donc il y a une échelle de temps, hein, à gauche du plateau qui est assez grand quand même. C'est un double plateau, hein, on met les deux plateaux côte à côte, et puis hop, on a un grand plateau. Et donc le joueur rebelle, il va gagner quand le pion rebelle va rejoindre le pion fin de partie, un truc comme ça. Et
Et donc ça se joue comment? Ça se joue, on a cette fameuse carte qui est un peu une carte, comme je sais pas, une carte de risque par exemple. Le risque Star Wars, c'est pareil, hein, il y a des galaxies, donc la galaxie, il y a Coruscant. Enfin, le système, je dis galaxie, des systèmes. Il y a le système Coruscant, hein, là où siège l'empereur Palpatine. Il y a le système Bespin, il y a le système Tatooine, il y a le système. Ils sont pas forcément, je dis système, d'ailleurs Tatooine c'est plus une planète, mais enfin, bref. Il y a différentes planètes qui représentent une planète ou un système de je sais pas trop quoi. Ouais, je suis nul en planète et machin comme ça, donc je dis un peu n'importe quoi. Mais vous aurez compris, c'est des cases avec des lieux de Star Wars. Il y a Corellia, il y a Mandalore, il y a Yavin, etc., etc. Il y en a, combien? On a 32, je crois. Il y a peut-être 8 régions de 4, juste comme ça. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Début de partie, donc le joueur d'Alliance Rebelle va choisir un des lieux secrètement. Et donc, pendant toute la partie, le joueur de l'Empire, lui, va essayer d'envoyer des troupes sur différents lieux pour essayer de trouver la base rebelle. Parfois envoyer des sondes, des choses comme ça, pour éliminer, pour avoir des infos et éliminer ça sur sa carte. Donc déjà, ça part sur un peu un jeu de track, un jeu de bluff, un jeu de chat et la souris. Ah, tu penses que je suis là, hein, bah, je vais tout faire pour que tu crois que j'y suis. Et en fait, je suis pas là, je suis là-bas. Et ah, bah en fait, ma base, elle est tout proche de toi, mais tu vas pas passer par là, parce que tu vas forcément penser que je me suis mis à un endroit beaucoup plus loin, beaucoup moins accessible. Donc tu penseras pas à venir là, et en fait, je suis là. Et au pire, si tu viens me rendre visite, bah j'ai quand même un ou deux arguments, là. Je me suis fait un petit croiseur à la mode calamari, là, style de rien, qui est dans ma base. Je peux t'attendre quand même, j'ai une petite chance de m'en sortir. Donc ça, c'est la base du jeu. À côté de ça, vous avez une séquence, donc chaque manche de jeu, il y a une séquence de planification. Donc on va avoir des héros de Star Wars qu'on va affecter à des missions, à des tâches. Donc soit on va les affecter à des missions, donc on va choisir, on a une main de cartes avec différents types d'actions, on va poser face cachée une carte et on va placer un leader dessus. Voilà. On va faire ça avec tous les leaders, ou presque, parce qu'il y a d'autres leaders qu'on peut garder en réserve. Et une fois que chacun aura planifié ses actions, et garder des leaders en réserve, parce que c'est toujours mieux quand même de regarder, on va à tour de rôle jouer une action. Donc une action, ça va être révéler une action, et le leader va exécuter l'action. Ça va être, je sais pas moi, essayer de capturer un personnage adverse. Ça va être lancer un sabotage sur une planète pour pas que la planète produise. Parce qu'il y a une notion de production, si j'y reviendrai après. Et ou alors, on peut aussi décider d'envoyer un leader qui n'était pas affecté à une mission pour un déplacement de troupes. Donc ok, j'envoie Dark Vador sur cette planète-là, ce qui fait qu'il part avec sa flotte, il y avait 2 croiseurs ici, on va envoyer quelques TIE Fighters avec, puis quelques Stormtroopers, parce que... donc il y a des petites figurines qui représentent les présences sur le plateau. Et donc ça engendre des batailles aussi, hein, parce que quand un leader se déplace avec une flotte et avec des petits troupes au sol, si on se déplace sur un lieu où il y avait des troupes adverses, il y a bataille. Donc là, on va résoudre la bataille, il y a des jets de dés, des machins en fonction de l'attaque et la défense. Chaque unité a une force de frappe et a une résistance, etc., etc. Les persos vont avoir leur influence dans la bataille. À chaque bataille, il y a une carte qui est jouée face cachée, de chaque côté, puis on révèle et puis on applique les effets. Par exemple, bah tiens, cette carte-là, si un croiseur est dans la bataille, la carte est améliorée, et on résout l'effet, bah tiens, un bloc de touches automatiques ou des choses comme ça. Enfin bref, moi, je dis un peu n'importe quoi, le bloc des touches automatiques, ça veut rien dire, mais vous comprenez le délire, donc au niveau combat, ça se joue comme ça. Et donc il y a des ressources, chaque planète qu'on va conquérir va produire un type d'unité. Donc c'est pareil, à la fin ou au début de chaque manche, j'ai un trou de mémoire, on va générer des troupes en fonction de la planète, elles vont arriver plus ou moins vite dans la case des renforts, et en début de tour, on va pouvoir attribuer des renforts aux planètes sur lesquelles on a quelqu'un, et qui ne sont pas contestés par un adversaire qui laissera un vaisseau qui traîne alors qu'on n'a plus de troupes aériennes ou choses comme ça. Donc voilà, c'est un mix de tout ça, c'est un combiné. C'est un jeu qui est assez riche, avec des mécaniques différentes qui s'imbriquent bien. C'est d'ailleurs ce jeu-là, honnêtement, j'étais très mitigé quand on m'a proposé d'y jouer la première fois. Y compris la deuxième fois aussi, d'ailleurs, la troisième fois aussi. Au début, j'étais très très mitigé. Et puis deux potes du club et un autre insistaient un peu en disant, mais si, tu devrais essayer, tu vois, c'est vraiment bien quand même.
J'étais mitigé parce que je me disais, ouais, ok, c'est encore un jeu. Ouais, bon, ils ont pris Star Wars, donc voilà, c'est facile, quoi. On met Star Wars dessus, donc ça va forcément faire des ventes facilement, mais le jeu va pas casser des briques. Je connais le truc par cœur. Ça va être de la merde. Et bon, j'ai quand même un jour cédé et j'ai quand même essayé chez le pote Zef, hein, que vous voyez sur la série de vidéos où on a fait du Star Wars Assaut sur l'Empire. Donc un sacré numéro, le pote Zef. Et j'ai essayé. Disons que malgré tout, j'étais un peu rassuré par le fait que ça soit l'univers Star Wars épisode 4, 5, 6. Et finalement, eh ben, j'ai été super emballé par la partie. Bon, je me suis bien fait dominer quand même sur la partie. Il avait joué les rebelles et j'avais joué l'Empire, parce que c'est quand même plus conseillé quand on débute de jouer l'Empire. On a un peu plus le droit à l'erreur parce qu'on a beaucoup de troupes, etc. Mais bon, il connaissait déjà le jeu et moi non. C'est typiquement le genre de jeu sur lequel, effectivement, c'est souvent le cas de toute façon, hein, quand on a plus d'expérience que l'adversaire, bien sûr, c'est très dur pour l'adversaire. Mais sur ce genre de jeu-là, ouais, c'est vraiment, vraiment, on sent vraiment l'écart de niveau. On peut pas se cacher derrière une tierce personne, faire une espèce d'alliance tacite ou quelque chose comme ça pour contrebalancer la grande expérience du joueur fort à la table. Non, on est en un contre un, donc si le mec est fort en face, eh ben on est mal. C'est simplement ça. Et, et je me suis quand même éclaté comme un petit fou. C'était, bon, certes, j'avais joué l'Empire, et je suis pas très fan de Dark Vador et tout, c'est pas des personnages qui m'emballent des basses. Je sais qu'il est emblématique, mais non. Voilà, je suis plus rebelle à fond, et puis voilà, Luke, pourquoi pas, Yann Solo, un régal. Wedge gentillesse, j'adore Wedge et tout, enfin c'est cool. Donc c'est vraiment un régal de pouvoir jouer ces personnages-là, qu'on connaît dans la série, et de leur faire des missions, de revisiter le 4, 5, 6, il y a des endroits, enfin il y a des scènes du film qu'on s'imagine un peu essayer de recréer. Ou... enfin, puis c'est un jeu, enfin, le thème est tellement dans les mœurs est tellement ancré en nous qu'on le sort et enfin, on est chez nous en fait, hein, c'est bizarre à dire, on est chez nous. Et puis voilà, puis vas-y, qu'on va faire une pause pendant la partie pour raconter des conneries sur le film ou se remémorer les répliques ou des choses comme ça. Enfin, moi, le fameux Koe, Koa, Titi, Ato. Jabba se demande pourquoi il devrait payer la somme de 50 000. Ouais, bref, ouais, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Et, enfin, c'est drôle, mais c'est sérieux. Et vraiment, c'est un jeu, par contre, où il y a une telle tension dans la partie que, à moins de... Alors, ça peut arriver qu'il y ait des parties qui soient dans un seul sens où quelqu'un se fait complètement éclater vite et puis c'est tout, c'est réglé. Mais la plupart des parties que j'ai pu jouer, en tout cas, étaient tendues. Ça se réglait vraiment sur les derniers tours, sur des petites actions, ou sur un jet de dés. Et ça, c'est génial. Tu sors de la partie qui a duré longtemps quand même, parce que quand tu prends le temps de savourer la partie, là, faut avoir du temps devant soi. Hein. Star Wars Rebellion, si vous jouez une bonne partie, il faut du temps. Surtout avec Zef. Hein. Et, ouais, c'est génial. On sort de la partie. Ah, j'étais si près, ça, je vois pas grand chose. Ah, mais c'est bon. Et on a envie d'y retourner. Et ça régale. Voilà. Donc ça, alors j'ai pas donné exactement tout le contenu du jeu. Il y a encore des petites missions secrètes à réaliser pour le rebelle, pour essayer d'accélérer un peu le timer. Il y a des possibilités quand même d'essayer de déménager sa base si on voit que c'est trop craignos. L'Empire a des moyens de capturer des personnages en face pour essayer de lui faire moins d'actions pendant le tour, parce que puis l'Empire est nombreux, mais un petit peu plus lent quand même. Dans le déplacement, il est un peu moins mobile, il y a quelques trucs... Heureusement, sinon ça serait injouable pour le joueur rebelle. Enfin, bref, un régal, ce jeu-là, c'est du pur 2 joueurs, et si vous avez l'occasion, c'est pareil, hein, si vous aimez Star Wars, que vous aimez les jeux qui demandent du temps, ça arrive, hein, il y en a qui aiment bien les jeux où on a besoin de temps, et puis jouer tactique, c'est ouais, c'est un excellent jeu. Vraiment, Star Wars Rebellion, c'est propre. C'est vraiment propre. Celui-là, je vous le conseille à 100%. Nous arrivons dans le top 5. Oh là, je vois le temps, 54 minutes déjà.
Ah, on sent que j'apprécie vraiment les jeux que je suis en train de présenter, là, c'est... Ouais, c'est du lourd, c'est du lourd. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini, je suis pas revenu sur l'anecdote au club avec William. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. On va passer au 5. Le 5, retour dans le jeu de figurines. Eh oui. Bah oui, la figurine, hein, c'est... on y retourne, hein. Je le dis tout le temps en ce moment. Vraiment, je prends un énorme plaisir à repartir dans la figurine. C'est un vrai régal. Je sens quand même que je suis naturellement un joueur de figurine avant d'être un joueur de plateau. Je le sens plus que jamais en ce moment. La figurine, nous partons dans l'ouest, dans le vieil ouest, dans le far west. Et nous allons faire un tour du côté de Dracula's America. Dracula's America, c'est quoi? C'est un jeu d'escarmouche dans le Far West. Donc figurine, on prend ce qu'on veut comme figurine, mais il faut que ce soit comme des cow-boys ou des indiens, enfin des choses qui ont un rapport quand même avec l'univers. Et on les assemble, on les peint, etc. On joue une bande de 5 à 10 cow-boys ou indiens ou esclaves affranchis ou d'autres trucs. Et puis on va combattre d'autres bandes, une ou plusieurs autres bandes. Contrairement au Trône de Fer à Zoyaf, là, le jeu là peut très bien être joué à plus de 2 joueurs, c'est pas un problème. On joue dans des décors, alors c'est quand même mieux de jouer avec des décors. Clairement, sur ce genre de jeu, c'est de l'escarmouche, donc on va s'amuser à monter sur les toits, machin, pour essayer d'avoir des meilleures vues et des bonus, parce qu'on tire mieux quand on est dans une position surélevée sur ses adversaires. On va essayer de prendre des objectifs, piquer des pions butins, faire des choses comme ça. Et puis, tout ce qui va bien avec ces jeux à figurines, expérience, enfin ces jeux d'escarmouche, hein, donc expérience, on joue en campagne. Les survivants des parties gagnent des points d'expérience, ils vont prendre des niveaux, ils vont gagner des compétences, ils vont récupérer de l'argent, donc on va acheter un équipement un petit peu meilleur, on va recruter d'autres troupes, d'autres soldats. Et puis, l'univers qui est assez rigolo. Dracula's America, le pitch, en gros, c'est que on se retrouve dans une Amérique juste à la sortie de la guerre de sécession. Et c'est le comte Dracula qui est élu président des États-Unis à vie. Ouais. Ce qui fait qu'il risque d'avoir un mandat assez long quand même, notre pote Dracula. Donc ça, vous imaginez qu'il y a une dimension fantastique, hein, tout de suite, qui vient mettre une grande patte dans le jeu. Et donc à partir de là, c'est un petit peu le bordel, hein, parce que ça veut dire qu'on a des factions qui sont associées à Dracula, donc il y a une espèce de vampires nouveau-nés, des choses comme ça, qui mènent des bandes, qui sont bien sûr loyales à Dracula. On a donc on a un peu comme ça à la volée, on a ça. On a le crépuscule, l'ordre du crépuscule, qui est un peu un genre de groupement de... Enfin, c'est des personnes qui ont traqué Dracula toute leur vie. Donc quand il était en Europe avant, et une fois qu'ils ont découvert qu'il était en Amérique, ils sont venus en Amérique pour essayer de l'arrêter. Donc c'est des templiers cow-boys. Enfin, donc des cow-boys avec des armures de plate, des choses comme ça. On a des Indiens. Des Indiens change-peau, qui eux sont des Indiens, et certains d'entre eux peuvent se transformer en ours ou en loup pour aller taper un peu plus fort. Hein, parce que si on est en ours, c'est pour taper plus fort, hein, c'est pas pour aller manger du miel avec Winnie. Et on a quoi d'autre? On a donc on a les esclaves affranchis, qui eux sont plus dans un délire. Alors c'est pas vaudou, c'est. Si, ils peuvent se transformer, il y a des trucs comme ça. Je sais pas, je les ai pas trop étudié cela parce que personne n'est joué au club et ouais, donc je me souviens plus trop ce qu'ils font, mais il y a un peu de délire de sorcellerie derrière, quelque chose comme ça. On a d'ailleurs les sorcières de Salem qui sont là avec une extension, donc des mamans sorcières, des filles sorcières et des grand-mères sorcières qui lancent des sorts et des mâles protecteurs qui essayent de protéger du coup les sorcières de leur confrérie. On a quoi d'autre? On a la culte le culte du chemin de fer, le culte de la croisée des chemins, c'est ça, je vais y arriver. Et eux, c'est quoi? C'est des démonistes. Donc en gros, c'était un richissime philanthrope qui fait progresser, enfin qui a fait son beurre, qui a fait sa richesse par le chemin de fer, et qui en fait est
une espèce de cultiste démoniaque, un truc comme ça, et qui a monté son culte, et donc il s'invoque des démons aussi. Donc, enfin, et il n'y a pas que ça, hein, il y a encore d'autres trucs derrière. C'est un mix de tout ça, donc c'est du fantastique. On peut très bien jouer en ne jouant que du cow-boy contre du cow-boy, voilà. Mais on peut très bien rentrer dans le délire de ok, on se fait une campagne dans l'Amérique de Dracula, et là on peut jouer des choses surnaturelles, on peut jouer des créatures après à côté. Les règles sont accessibles, vraiment les règles sont pas compliquées. Ça c'est plutôt cool pour les débutants, c'est très encourageant. Et on joue avec des cartes de poker, en plus c'est cool pour jouer les initiatives avec des cartes de poker. C'est bien ça, on aime bien le poker, c'est génial le poker. Et que dire d'autre? Bah, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin si, il y a plein de choses d'autres à dire. Mais là, je vous ai déjà un peu dépeint la scène. Non, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est un jeu bac à sable, quelque part. C'est complètement un jeu bac à sable. Parce que rien ne nous empêche. Et d'ailleurs, le bouquin nous le répète sans arrêt. C'est attention, les règles sont les règles, mais si vous voulez créer vos propres règles, n'hésitez pas à improviser des trucs, si ça vous arrange pour vos scénarios, créez des campagnes, allez-y, montez vos histoires, faites-vous plaisir, et ben voilà, c'est génial. Donc c'est vraiment un jeu, c'est typiquement un jeu qui, au contraire de Game of Thrones qu'on a vu de place avant, où là, on est plus dans un aspect compétitif où vaut mieux suivre les règles tout le temps parce que le jeu est bien taillé pour que tout soit clair, tout soit carré, etc. Là, clairement, on est dans un autre registre. Déjà, c'est pas des armées, c'est des bandes qui s'affrontent. Et puis, c'est funky, quoi. On se fait plaisir, les gars. On joue pas pour la win à tout prix, on joue pour s'éclater. On joue pour vivre des histoires. On a commencé une campagne au club, là, il y a quelques semaines. Et bah c'est marrant, il y a déjà eu des moments d'anthologie, des trucs simples, mais on a quand même le chef de la tribu indienne Merde, j'ai oublié le nom, ça va pas. C'est le fils de plus majestueux, le plus marijuana. Il s'est quand même fait salement tuer, comme ça, comme une merde. Hein. Alors, première partie, premier affrontement avec des vils nécromanciens, et il se fait éclater. Il charge, il se transforme en loup, il arrive... Ah bah non, c'est pas passé. Il y avait tellement peu de probabilité que ça passe pas, et c'est pas passé quand même. Et il est mort derrière et tout. Enfin, c'est voilà. Jour de deuil dans la tribu indienne depuis majestueux. Voilà, donc ces trucs-là, on les vit qu'avec des jeux de figurines. C'est ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo. C'est ça la magie, quoi. C'est les moments, les grands moments, on s'en rappelle. Alors que dans les autres jeux de plateau, les jeux un peu trop sérieux, etc. C'est rare des moments comme ça qui sont d'anthologie, c'est quand même assez rare. Dracula's America, et puis pour ne rien gâcher, je suis fan de l'univers Far West et tout, j'adore ces trucs-là. Donc, je ne pouvais que tomber sous le charme de Dracula's America, qui est le petit frère de Dead Man's End, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est jeux de figurines, etc. Clairement, Dracula's America, c'est son héritier. Hein. Dead Man's End qui est très dur à trouver, je pense. Il est introuvable en français. J'étais tombé sur Dracula's America en cherchant Dead Man's End parce que pour la énième fois, je retentais ma chance. Quand est-ce que je vais trouver des trucs sur ça? Est-ce que ça va être réédité? Puis je vois, Dracula's America, tiens, ça a l'air de prendre la relève. Oh, ça a l'air sympa. Bon, on va le tenter, allez. Ouais, bah, c'est parti. Vous en verrez sur la chaîne parce que je vais faire une vidéo. Ça fait partie de mes projets à court terme de vous présenter le jeu, enfin, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose comme ressource sur le jeu en français, et je trouve ça dommage. Donc il faut faire quelque chose. Ça peut pas durer. Bon, ça peut pas durer, il faut agir, les amis, il faut agir. Allez, on passe au suivant. Le numéro 4, celui qui va finir au pied du podium, et qui aura la médaille en chocolat, ou en boule crème. Bon, c'est pareil, quoi. C'est certain que j'ai plus de cheveux qui arrivent de ce côté-là que de l'autre côté. Il y en a qui sont maniaques. Ça doit en agacer certains, j'en suis sûr. Ah, vous avez vu l'art et la manière de faire un peu poireauter là gratuitement en disant des conneries. Ah bah c'est la spécialité de la chaîne, hein, je fais tout le temps ça.
Alors, le numéro 4, qu'est-ce qui peut arriver dans le numéro 4? On va parler d'un jeu qui était le jeu attendu en réalité quand j'avais posé la question sur le post communautaire. J'ai dit à votre avis, qu'est-ce qui sera dans le top? Vous avez pour la plupart cité ce jeu-là. Et oui, il arrive maintenant. On va l'afficher. Tadam! Hop! Le Horror à Arkham JCE. Pour moi, c'est le numéro 4. Et il n'est pas sur le podium, désolé. Enfin, quand vous verrez le podium, vous direz ah oui, mais attends, est-ce que ça compte vraiment ça? Ah oui, ça compte vraiment. Donc c'est le numéro 4. C'est tout, c'est comme ça. Bon, Horror Arkham JCE. Nous sommes donc dans un JCE, donc un jeu de cartes évolutif, c'est-à-dire que quand on achète les boîtes, on sait ce qu'il y a dedans. C'est pas au contraire des jeux de cartes à collectionner où c'est le random total et puis vas-y, ton banquier t'appelle pour dire eh oh mon gars là, tu ferais pas un peu trop de folie là sur l'achat des cartes, tout ça pour avoir ta carte rare, je sais pas trop quoi. Bah non, c'est pareil, le banquier t'appelle quand même. Ah ouais, sur le il t'appelle quand même sur le GCE. Ouais, parce que quand tu t'y mets, il y a déjà 15 cycles de sortie, et puis ils te les faut tous, hein, parce que les vidéos que tu regardes sur le jeu, et les mecs ont déjà tout ce qu'il faut comme carte, et t'as vu qu'il y avait des trucs puissants à faire, donc il faut le faire. Sauf qu'il faut une carte de ce cycle-là, une de ce cycle-là, je caricature un petit peu, mais c'est vrai que quand on commence, c'est tellement prenant et dévorant que on veut très vite ouvrir sa collection et la compléter. Alors, Horror Arkham JCE, donc c'est un jeu qui est dans l'univers de Horror Arkham, donc l'univers Lovecraft, hein. On est dans les années 1920, et on va combattre des entités extraterrestres, un peu démoniaques, et toutes les bestioles qui vont avec, et on va essayer de résoudre des crimes qu'on n'élucidera jamais, résoudre des mystères qu'on n'élucidera jamais vraiment, parce que de toute façon, dans ce jeu, on ne gagne jamais, hein, même quand on gagne, bah ça se passe, enfin la conclusion des jamais tellement favorable. Mais c'est pas grave, parce que on aime bien se faire du mal, on est comme ça. Donc quand on va dans ces jeux-là, on joue pas pour gagner. On joue pour vivre une expérience et vivre une aventure. Et là, c'est plutôt bien retranscrit. C'est donc voilà, on va jouer une mission, enfin on va jouer des campagnes en réalité. Quoi qu'on peut jouer des scénarios de manière indépendante, mais la plupart du temps, on va quand même vouloir se lancer dans une campagne et voir nos personnages progresser. Ça se joue devant un 4. Honnêtement, est-ce que je dois vraiment prendre la peine de décrire le jeu? Parce que vous regardez ce que j'ai sorti d'autre comme vidéo ces derniers temps, et vous allez voir quand même une certaine flopée de vidéos sur le jeu. Donc si vous êtes vraiment curieux, là, allez faire un petit peu un tour sur ces vidéos-là, vous allez comprendre qu'il y a des cartes partout, que c'est le bordel, mais vous verrez un peu le délire. Donc on va vivre notre aventure. Si on joue en multijoueur, bon, on va chacun voir un personnage, hein, j'imagine, la plupart du temps. Si on joue en solo, à la rigueur, rien ne nous empêche de jouer deux personnages, voire 3 ou 4 si on est vraiment si on est motivé. Mais ça passe très bien aussi, le jeu peut très bien jouer tout seul. Maintenant, je lui donnerai quand même le petit. Le petit. Enfin, c'est pas un défaut, mais pour moi, jouer seul avec un perso, c'est intéressant à faire. Je dis pas que c'est nul, hein, je dis pas que c'est pas intéressant. Mais alors là, attention, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je suis pas à la pensée unique. Voilà, je trouve quand même que ça perd un petit peu de charme parce qu'on va devoir rendre le perso vraiment polyvalent. Alors, ce qui peut être un exercice de style, attention, c'est juste que moi, j'y trouve pas mon plaisir là-dedans, mais je peux comprendre que certains adorent faire ça. Et je trouve que les persos, on va pas pouvoir trop appuyer sur leur force, il va falloir les rendre vraiment polyvalents. Donc on pourrait être frustré en ne jouant pas à fond certains aspects du perso. Bon, c'est chacun sa vision, je sais que certains ne jurent que par le solo pur et dur, d'autres aiment jouer des combinaisons de persos ou plus. Chacun son truc. En attendant, il y a un jeu qui, pour ma part, a eu le droit à sa deuxième chance. Je l'avais sorti au tout début, enfin j'avais plutôt accepté la découverte avec un pote Luigi, que vous verrez sur des anciennes vidéos de la chaîne, et chaîne qui d'ailleurs a 5 ans aujourd'hui, tiens, c'est vrai qu'on est le 7 décembre, j'avais posté ma toute première vidéo le 7 décembre 1900, n'importe quoi, 2017, donc Happy birthday to you, chaîne de j'accélère. Happy birthday to you, chaîne de j'accélère. Happy birthday to you, chaîne de j'accélère. Happy birthday to you. Voilà. Et ouais, bah,
Enfin, vous la verrez pas, la toute première vidéo, hein, je l'ai virée depuis, hein, c'était un truc... bref. Mais c'était le 7 décembre, je me rappelle comme si c'était hier. Et bref, je reviens sur donc ouais, le pote qui m'avait fait découvrir le jeu. On avait enregistré quelques vidéos, et si jamais vous les avez déjà vues à l'époque, ou si vous avez que ça à faire et que vous vous amusez à les retrouver, vous verrez que je montre pas forcément un grand enthousiasme dans le jeu, je suis un peu curieux, mais beaucoup dubitatif, etc. etc. Bref, ça avait pas pris plus que ça, j'avais pas trop accroché au truc. Enfin, j'étais quand même un peu curieux, parce que malgré tout, j'avais quand même aussi commencé une campagne en solo. Donc je m'étais quand même procuré au moins la boîte de base et le tout début du premier cycle, là, donc le cycle de Dunwich. Et je m'étais arrêté juste après la boîte de base du cycle, parce que le musée Miskatonic était introuvable, et je me voyais pas commencer à sauter le scénario, aller sur notre scénario. C'était pas encore les boîtes édition révisées, donc il y avait la boîte du cycle avec 2 scénarios seulement, puis après il fallait acheter les blisters pour chaque scénario derrière. Bon bref, ça m'avait sorti un petit peu du truc. J'étais encore un peu intéressé par le jeu, mais ça m'avait sorti du truc. Et voilà, sans regretter. Après, j'avais laissé de côté pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et puis un jour, je sais plus comment c'est arrivé, mais je me suis dit, tiens, faudrait que je leur donne une chance à ce jeu. J'ai un regard sur sur les mécaniques de jeu en général, un peu différent. Maintenant, enfin, on sait, hein, on joue à plein de choses, on expérimente, on a des envies qui évoluent. Et je m'étais dit, mais tiens, ça peut être marrant. Et surtout, je commençais à être vraiment attiré par le deck building de manière générale. Ça peut être le moment de réessayer. On sait jamais, ça ne coûte rien, juste un rat. Donc c'est pas très cher, hein, un rat. Et, et, euh, et donc ouais, voilà, je me procure la boîte. En plus, je vois, ah bah tiens, ça tombe bien. Il y a des éditions révisées maintenant. Donc toutes les campagnes en une seule boîte. Bon, bah, ok, certes, il y a des investigateurs à côté, mais enfin, ça fait jamais que 2 boîtes. Ça fait cher quand même, mais ça fait jamais que 2 boîtes. Bah, cher quand même, mais au vu de ce qu'il y a dedans, les scénarios à écrire, etc., les machins, c'est pas si cher que ça. Je trouve que c'est même plutôt légitime comme prix. Et bon, pour moi, c'est plus pratique. On a tout d'un coup, on s'emmerde pas, faut pas aller chercher à droite à gauche les blisters, à tout, puis pour ranger, etc., c'est le bordel. Donc je tente le coup, je prends la boîte, etc. Et là, poum, coup de foudre. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir. Je l'ai vraiment pas vu venir. J'y ai rejoué, et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et je me suis demandé, mais comment j'ai pas pu trouver ça excellent quand j'avais essayé la première fois. Bon, très simplement, j'avais simplement pas la même, pas le même regard sur les jeux. Puis c'est tout, c'est comme ça. Hein, j'avais pas les mêmes attentes. J'étais plus dans un délire cube en bois, etc. C'était logique en réalité que j'avais pas plus accroché que ça. Même si étonnamment, j'aimais quand même bien Horror Arkham, jeu de plateau, la 2e édition. Et bah, là, pour le coup, c'est pas du tout du cube en bois. Donc c'est ça qui est bizarre. Il faut pas chercher à comprendre. Des fois, le cœur a ses raisons, etc. Donc ouais, je suis tombé vraiment sous le charme sur la 2e chance de ce JCE. Et puis voilà, bah depuis, c'est une histoire, enfin, une histoire d'amour. J'exagère peut-être un peu, mais c'est vraiment plaisant. J'ai quand même la petite crainte que ça s'essouffle. Alors, pas le jeu, mais que mon appréciation du jeu s'essouffle. J'ai un peu cette crainte-là. Je prends l'exemple. Je développerai ça dans une autre vidéo. Parce qu'à mon avis, j'ai pas mal de choses à dire aussi là-dessus. Je le ferai dans mon bilan de ma campagne sur Carcosa, que j'ai pas encore fini, parce que je dois encore jouer les 3 derniers scénars si je vais jusqu'au bout. Mais j'ai la crainte, j'ai la peur Gloomhaven. Vous voyez, Gloomhaven, où j'avais lancé ma campagne avec Al Carton et sa bande. Et au final, je l'avais fini par la stopper parce que c'est beaucoup d'investissement, c'est du temps, d'installation, etc. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec Horror Arkham JCE. C'est que quand je pars sur un enregistrement de vidéo, je suis parti pour au moins 5 heures. Même si la vidéo ne dure pas 5 heures, mais il y a l'avant, il y a l'après, ce qu'on voit pas en vidéo, il y a le pendant aussi, il y a des pauses à certains moments, il y a des séquences que je dois couper, etc. Donc c'est un marathon systématiquement, et bah, c'est usant à force, c'est usant. On se dit, oui, il fait un scénar de temps en temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines quand c'est plus long. Là, ça fait quasiment plus de 2 semaines, je crois que j'ai pas fait que j'ai joué mon dernier scénar. Mais n'empêche que psychologiquement, je sais que je suis parti pour 5 heures.
Si je jouais la partie sans la filmer, ça prendrait pas tout ce temps, donc je la ferais beaucoup plus facilement. Mais là, ouais, là c'est chaud. Et donc j'ai peur que ça me grille un petit peu ça grille un peu mon affinité avec ce jeu. Mais bon, après, attends, je suis là, je sais pas pourquoi je vous fais ce genre de constat psychiatrique ou je ne sais quoi là. C'est n'importe quoi. Tout ça pour dire en tout cas que le jeu est vraiment génial et que c'était un plaisir de le redécouvrir au début, puis de le découvrir maintenant, parce que là je suis uniquement sur des missions que je ne connaissais pas depuis depuis le scénario 3 de The Witch, c'est que des choses que je ne connais pas. Les investigateurs, c'est pareil, je les découvre maintenant, c'est que pour la plupart, c'est que des investigateurs que je découvre. Et le jeu est excellent. Genre, les scénarios se renouvellent bien. Les textes sont plutôt bien foutus. Ils sont bien dosés, il n'y a pas trop de texte, ça va. Je trouve que généralement, il n'y a pas trop de texte. Même les phases d'interlude entre deux scénars, c'est bien dosé, c'est pas trop. C'est ce qu'il faut. Le petit truc qui est toujours marrant avec les horreurs Arkham, par contre, c'est que au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça finit toujours mal et c'est toujours. Et puis, enfin, le mystère n'est jamais très mystérieux. Ouais, alors, il y a des choses, mais on sait pas trop où est-ce qu'on va. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bon, ouais, c'est jamais que des cultistes qui invoquent des grands méchants, et puis les grands méchants vont arriver si jamais on n'est pas assez efficace. Mais de toute façon, ils arriveront quand même, parce que si on est efficace, bah, faut bien jouer les derniers scénars. Donc, c'est c'est du faux. C'est du faux suspense, c'est du faux mystère. On connaît par cœur, on sait qu'il y a des bestioles qui arrivent. Mais en attendant, dans la version JCE, c'est quand même amené de manière plaisante et on a quand même envie de savoir ce qui va se passer derrière, ne serait-ce que découvrir les nouvelles mécaniques à chaque scénario. Après, je sais pas ce que ça donne quand on revient, quand on joue les différents cycles, qu'on revient sur le début des cycles, qu'on les refait tous et qu'on revient. Je sais pas comment. Est-ce qu'il n'y aurait pas une lassitude qui s'installerait? Alors, je sais que les joueurs qui sont à fond dans le jeu ne se lassent jamais de ce jeu. Ils aiment bien tenter des nouveaux trucs, partir dans un niveau de difficulté plus élevé. Je trouve que le niveau normal est déjà assez hard quand même. Donc, ça, ceux qui font des niveaux difficiles, voire experts, mon chapeau que j'ai pas là, mon chapeau invisible, hein, parce que ça doit être assez costaud. Je trouve que normal, c'est déjà très très bien. Et puis, les personnages, ils ont un charisme, c'est ce que j'ai toujours apprécié dans les jeux horror Arkham, c'est les personnages. C'est ouais, c'est riche, ils sont charismatiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux. Il y a quelques-uns qui sont un peu derrière, mais la plupart. Et ce qu'on a dans le JCE et ce qu'on n'a pas dans les autres. Et là, du coup, spoiler alerte, hein, mais bon, vous en doutez. Les autres, il n'y en aura pas d'autres hein, dans le top 3. Il n'y a plus de horror Arkham dans le top 3. Je vérifie quand même, mais non, il n'y en a plus. Ah, c'est. Voilà, c'est dans ce jeu-là où on peut le plus jouer les personnages pour ce qu'ils sont. C'est pas s'ils ont des forces dans certains domaines, eh bien on pourra compter sur ces forces dans certains domaines. C'est pas comme dans d'autres jeux où ok ils sont forts dans certains domaines, mais on va arriver sur quelque chose, il y a un aléatoire qui va faire que ah bah finalement celui-là ouais bon, on va devoir faire un test sur un autre domaine qui a rien à voir, même si la logique aurait voulu que ah non on oublie la logique. Non là il y a une logique qui est respectée et on va construire son deck, on va hein, c'est en fonction de ses forces et ça va comme beauté, c'est vraiment riche. Et puis justement cette possibilité de gagner d'expérience et d'améliorer son deck en cours de route, c'est fort. C'est vraiment fort. On peut les thématiser, les thèmes. Enfin, après, de toute façon, plus on a de choix de cartes avec les différents cycles, et plus on va pouvoir partir dans certains thèmes, et ça va être pas mal, quoi. C'est excellent. C'est vraiment plein de possibilités. Ouais, c'est un jeu excellent. C'est un jeu excellent. Attention, ce jeu est un loisir à part entière au niveau du budget. Je précise, c'est un loisir à part entière. Je le considère même pas comme un jeu, je le considère comme un loisir. Tellement c'est quand même. Faut prévoir un budget. Et dire que je me tâte à essayer Seigneur des Anneaux. JCE. Ah. Allô? Ouais, ici la banque. J'accélère. Vous n'avez pas le droit de partir sur les. Ah, mince, je viens de le dire en plus. Seigneur des Anneaux. Vous n'avez pas le droit de partir sur Seigneur des Anneaux. Non, c'est interdit. Ah bon, bah voilà.
Hop. Ah, désolé, je pourrais pas essayer sur des ados. J'aurais bien aimé, mais je pourrais pas. Voilà, numéro 4, Horror Arkham JCE. Je n'aurais pas pu le mettre plus haut, mais c'est un 4 sur 50. Enfin, 4 sur tout d'ailleurs, parce que 50, il n'y a pas que 50 jeux dans le monde. Ah, c'est quand même assez balèze. Hein. Alors, vous pensez quoi, vous? Ça mérite la 4ème place ou il fallait quand même le mettre un peu au-dessus? D'ailleurs, vous allez me faire le plaisir, hein, chacun là, de m'indiquer votre top 3 ou votre top 10 en commentaire. C'est pas un vieux démarchage pour que vous commentiez pour le référencement, etc. Vous savez bien que je m'en fous de tout ça. C'est parce que j'ai envie de savoir, moi je suis curieux de savoir ce que vous appréciez comme jeu. C'est intéressant. Allez, on se fait le petit podium là. Ça fait qu'1h20 de vidéo, on est plus à ça près. Allez, c'est parti. Le podium. Il nous reste 3 jeux. Ah, ça va nous prendre encore 3 quarts d'heure. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on se fait plaisir. Le numéro 3, c'est... Alors ce jeu-là, ça va faire un peu l'effet Buddy Kingdom. C'est-à-dire que... Bon, alors, déjà, je suis persuadé que la plupart d'entre vous ne le connaissent même pas. Et ceux qui connaissent vont se dire, ah ouais, ça en 3, mais enfin, ouais, d'accord, pourquoi? Quel est le délire? À ça, je vais répondre la même chose que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le cœur a ses raisons, que enfin, on capte pas. Enfin, c'est pas la vraie fin de la citation, mais c'est comme ça. Hein. On repart dans le Far West. On repart dans le Far West. Carson City, les amis. Alors j'ai mis 2 boîtes. Celle de droite, celle avec le cowboy là, qui est sur son panneau Carson City, c'est la boîte de base, c'est là. C'est la boîte originale, etc. Celle que j'ai à la maison, qui est très usée sur les arêtes sur les arêtes de la boîte là. Parce que celle-là, elle a voyagé. Elle a vraiment voyagé, elle a bien voyagé. Pourtant, le matos à l'intérieur est nickel. Hein, mais la boîte, on sent qu'elle a un peu souffert. Et celle à gauche, alors là, c'est celle à gauche, c'est la boîte édition 10 ans de Carson City, la Big Box Carson City, que, en fait, que j'aimerais bien avoir. Mais elle n'est plus éditée, enfin, on la trouve pas. Alors on la trouve une fois de temps en temps sur Ocaseo, mais à un prix qui est plutôt prohibitif. Donc ouais, ça m'embête quoi. J'ai pas les fonds pour me prendre cette boîte-là à des prix à la con quoi. Hein. Je veux un prix honnête. Voyons. Bon bref, ouais, si un jour quelqu'un qui édite cette boîte-là, enfin qui connaît un moyen d'obtenir cette boîte, passe par cette vidéo et voit à quel point je suis fan de ce jeu, qui me fascine et on trouve un arrangement, quelque chose comme ça, parce que Xavier Georges, mon pote, si tu m'entends, comment on peut avoir de cette boîte? J'adorerais y jouer. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est que Carson City, j'adore ce jeu, hein, je suis un gros fan de jeu, et pour autant, je n'ai jamais joué aux extensions, je n'ai jamais joué qu'à la boîte de base. Très curieux. Hein. Donc je sais pas, je vois vaguement ce qu'apportent les extensions, je sais qu'il y a des personnages en plus, des choses comme ça, des chevaux, mais non, j'ai pas essayé, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors c'est quoi Carson City? Parce que là, je dis ça, mais c'est quoi? C'est le fameux jeu de poste d'ouvrier dont je parlais tout à l'heure. Ah non, il reste un jeu de poste d'ouvrier au-dessus. Ben voilà, c'est celui-là. Nous sommes à Carson City. Carson City, c'est dans le Nevada, aux États-Unis. Vous savez, c'est l'état où on peut trouver Las Vegas. Sauf que Carson City, c'est pas Las Vegas. Et là, on est à l'époque des pionniers du Far West, hein, donc il n'y a encore rien. Il y a juste un centre-ville qui est installé sur la carte. Donc une carte avec des cases, du désert, à part quelques montagnes et puis la rivière si on joue sur le plateau côté rivière. Et on va poser on vient, on colonise. Donc chaque joueur incarne, ça se joue de 2 à 5, chaque joueur incarne un clan de cow-boys en gros qui va essayer de prospérer sur la ville, ou parfois piquer un peu d'argent aux autres en les attaquant, mais ça on y reviendra après. Et donc c'est de la poste d'ouvrier. On a chacun ses meeples cow-boy, et ça représente des actions. Donc au départ, on a chacun 3 meeples, et ça se joue en 4 manches. Une manche, on va chacun poser les meeples, et une fois que tout le monde a posé ses meeples, ou a décidé d'arrêter de les poser, parce qu'on peut aussi garder des cow-boys en réserve, plutôt pas mal ça, eh bien on va exécuter les actions, paf, il y a une espèce de serpent des actions, et on va résoudre les actions une à une,
Et ensuite, on va récolter de l'argent, puis acheter des points de victoire pour ceux qui veulent, et enfin se préparer pour le prochain tour. Et ça va se jouer 4 fois comme ça. Donc le jeu, dans le fond, n'est pas si long que ça. Ça dépend du nombre de joueurs. Il va être un peu plus long quand on sera plus nombreux, bien sûr, parce que ça va être un peu plus délicat de se placer, la carte n'étant pas extensible à souhait, et donc les places vont devenir chères. À 5, c'est vraiment le Far West, hein, pour le coup. Il faut jouer des coudes et des colts pour récupérer les bonnes cases. Alors, j'ai pas précisé, le jeu a de l'âge. Hein. Enfin, de toute façon, vous l'avez deviné, je vous ai parlé de la boîte d'édition des 10 ans, et cette boîte a déjà quelques années. Donc ça doit donner un jeu qui est sorti en peut-être 2008. Ouais, ça pourrait être 2008, peut-être 2009. Pas sûr. Quelque chose comme ça en tout cas. Donc on est un petit peu après Agricola. C'est comme ça que je me situe. Et donc ouais, donc on a nos cow-boys. Alors ce qui rend le jeu rigolo, c'est que à chaque début de manche, on va choisir un personnage parmi 7. Dans la boîte de base, il y en a 7. Après, il y en a d'autres qui arriveront avec l'extension, mais ça, je ne peux pas en témoigner. Juste qu'il y avait un personnage édition limitée, l'Indien, je crois en 8, qui faisait un truc. Et le choix du personnage est important parce qu'il va nous conférer un bonus unique, et en plus, il va déterminer l'ordre du tour. Le shérif est le numéro 1, le banquier le numéro 2, l'épicière et numéro 3, etc., jusqu'au hors-la-loi qui est numéro 7. Donc si je prends le shérif numéro 1, je suis sûr d'avoir l'initiative et de pouvoir jouer en premier sur la phase de poste de cow-boy derrière. Si je joue l'hors-la-loi, je serai le dernier à poser, etc., etc. Alors ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que c'est de la poste d'ouvrier. Quand on se dit ok, poste d'ouvrier, donc peinard, on fait nos trucs tranquillos, voilà, on achète nos bâtiments, on construit, voilà, pas vraiment d'interaction, ou peu à la limite peut-être pour la bagarre justement qui va venir le premier sur telle action, ou qui va prendre tel terrain, s'approprier tel terrain en premier, mais à part ça, chacun va faire sa petite vie. Et ben non, pas là. Parce que ici, dans ce jeu, on va pouvoir contester une action dont on aimerait profiter, même si un copain est déjà sur place. Enfin, quand je dis un copain, c'est un adversaire autour de la table. Et va se résoudre alors à ce moment-là, une fois que tout le monde aura posé ses cow-boys, et que tout le monde aura passé du coup, on va résoudre les actions dans l'ordre, et quand il y aura 2 ou plus de joueurs qui seront sur la même case, il y aura un duel, parce qu'il faudra régler ça, quoi. Il faudra savoir qui va vraiment jouer l'action. Donc duel, on calcule le nombre de revolvers et de cow-boys en réserve, on ajoute à ça une tuile avec un score de 0 à 5, et donc celui qui a la plus grosse force de feu va gagner. Aussi simple que ça. Bon, heureusement, le joueur qui va perdre le duel, lui, va récupérer son cow-boy, ce qui fait qu'il pourra s'en resservir le coup d'après. Le cow-boy repart peu d'eau, il n'aura pas eu son action, et celui qui a gagné le duel, lui, son cow-boy sera dépensé, bien entendu, puisqu'il aura vraiment joué l'action. Donc ça, c'est assez amusant. De même qu'on peut aussi envoyer des cow-boys, parce qu'on va construire des bâtiments dans la ville. D'ailleurs, des bâtiments avec des valeurs qui vont bouger. Il y aura des valeurs sur chaque côté de la tuile, et ça va bouger en fonction de ce qu'il y a autour. Par exemple, une mine va produire en fonction des montagnes autour, mais peut-être que quelqu'un va s'attribuer une montagne, va la prendre sous sa tutelle, de ce qui fait que la mine va moins produire, parce qu'on ne pourra plus exploiter la montagne qui est adjacente à la mine, celle-ci, parce qu'elle appartient à notre joueur. Donc les valeurs de revenus vont changer. Donc il y a un petit système comme ça. Et donc pendant la phase de revenus, on va devoir partager parfois de revenus quand il y aura d'autres cow-boys qui vont venir nous attaquer, qui vont venir nous braquer. Donc c'est pareil, hein, il y a un côté, il y a plus d'interaction que sur un jeu de placement d'ouvriers classique. Et c'est ça qui est... Moi, je trouve ça vraiment retranscrit de manière sympa. Alors le matos, on voit quand même qu'on est sur un jeu qui a un certain âge. Donc on pourrait dire... Je sais que pas mal de personnes pourraient le juger un peu austère. Ouais, il fait toujours autant vibrer, hein, je vais être honnête, j'adore. Je mets ce côté un peu kitsch, un peu... je trouve pas si kitsch que ça en réalité. Je trouve qu'il est dans le ton, ça va. De toute façon, vous voyez l'illustration du petit cowboy à côté, hein, faut s'attendre à ce style-là. Moi, j'aime bien. Et donc, le jeu, je suis persuadé que beaucoup de personnes, de tous ceux qui ont pu y jouer un jour, je suis persuadé que pas mal ont dû le trouver sympa, mais pas forcément exceptionnel. Et vraiment, il n'y a rien à faire, ce jeu. À chaque fois, j'ai envie de sortir. Je veux tout le temps sortir ce jeu, c'est incroyable. Autant il y a des jeux, alors je vais prendre un jeu complètement au hasard. Je vais prendre Sight, par exemple. Donc, pareil, hein, spoiler alert, vous savez que Sight n'est pas le 1 ni le 2. Avec ce que je vais dire.
Sight, c'est un jeu, je reconnais qu'il est très bien, et pour autant, j'aurais jamais envie de sortir. Je renoncerai pas à une partie. C'est pareil, je pense que je l'avais parlé dans une vieille vidéo. Je renoncerai pas à une partie de Sight. Quelqu'un m'a proposé ça, je vais dire, allez, ouais, pourquoi pas. Et pour autant, j'aurais jamais le désir d'en proposer une, ou, ça va jamais venir de moi-même. Et Carson City, bah, c'est tout le contraire. Et Carson City, si on va me demander ce que je veux faire, je vais assez facilement proposer Carson City quand c'est des joueurs, bien sûr, en face de moi qui pourraient apprécier ce genre de jeu, bien entendu. Ce sera pas la fête de famille de, je sais pas moi, de tonton Gigi que je vais proposer à Carson City. Non, ça va plutôt être un jeu plus light, quoi. Un Perudo, un truc comme ça. C'est aussi un jeu que j'ai acheté un peu par hasard, juste pour la boîte. C'est curieux, hein, c'est curieux. Et là aussi, je suis convaincu, je me trompe peut-être, encore une fois, mais je suis convaincu que c'est loin d'être l'argument numéro un de ceux qui se sont adjugés la boîte, qui l'ont acheté. Mais moi, en fait, non, un jour, j'étais comme ça là sur les boutiques en ligne, je regardais un petit peu ce qu'il y avait. C'était vraiment le début de ma vie de joueur de jeux de plateau. Donc je venais d'avoir Agricola à l'époque, j'avais pas beaucoup de jeux, j'avais pas grand chose, et je regardais un petit peu ce qu'il y avait. Donc il n'y avait pas encore cette foule de jeux qui existe maintenant, il y avait quand même nettement moins de titres. Il y en avait, mais pas à ce point-là. Et puis je vois ce jeu dans les jeux un peu poste d'ouvrier, etc. Je vois la boîte. On voyait à peine le matos, mais je voyais la boîte et le descriptif. Vous arrivez là, blablabla, dans une ville, vous installez, vous développez dans votre ville, vous gagnez des ressources et puis vous faites des points de victoire. Enfin, un truc. Et attention, vous pouvez vous faire attaquer par les adversaires, etc. Bon, tu vois, allez, tiens, pourquoi pas. Plus c'était l'époque où on jouait à Bang, enfin Wanted avec les cartes, etc. au club avec les potes. On jouait un peu, on jouait à Agricola. Et je dis tiens, c'est marrant, ça fait un peu un mix des deux, ça fait un Agricola avec du Wanted dedans. Bon, enfin, on est beaucoup plus proche quand même du Agricola que du Wanted, dans la mécanique, forcément. Mais ça m'avait. Puis j'étais déjà hyper fan de l'univers Far West. Donc je dis allez, on va le tenter, on verra bien, je le sens bien. Et bien aujourd'hui, je vous en parle. Et je le sentais bien, et ben je le sens toujours bien. C'est vraiment. Je pense que c'est un des jeux. Autant, par exemple, Agricola, qui est dans mon cœur de joueur, qui a une place extrêmement importante, Agricola, j'ai réussi à m'en séparer, parce que on le sortait plus, j'avais plus d'intérêt de le garder. Même si ça représente quand même quelque chose d'important. Et bien Carson City, j'ai joué bien moins souvent à Carson City qu'Agricola, et bien celui-là, ça me ferait vraiment super chier de m'en séparer. Et je pense même que si un jour même quelqu'un me ferait un cadeau, tiens, on t'offre la Big Box Carson City, parce qu'on t'aime bien, t'es sympathique, et puis voilà, puis comme l'anneau unique, tu la désires ardemment. Je garderai quand même ma petite boîte de Carson City à côté, qui est pas si petite que ça d'ailleurs par rapport à la Big Box Carson City. Je pourrais pas me séparer de cette boîte, il y a un vrai affect avec cette boîte. C'est assez bizarre à dire. Voilà, donc j'adore ce jeu, je suis fan de ce jeu. Et quand vous verrez le numéro 2, le numéro 1, vous en déduirez quelque chose par rapport à ce jeu de plateau. Je spoil alerte ou pas? On y va, de toute façon on est près de la fin. On n'est plus qu'entre les vrais là, ça fait 1h30 de vidéo. Ouais. Eh bien figurez-vous, Carson City, c'est mon top 1 des jeux de plateau, parce que les deux qui arrivent derrière ne sont pas des jeux de plateau. Donc considérez que c'est mon top 1 celui-là, en jeu de plateau. Et c'est fou. Il a détrôné... il a détrôné tous les autres, quoi. Il a détrôné... J'avais casé, je crois que j'avais placé Terraforming Mars avant sur mon top il y a 2 ans. Bah, de toute façon, Terraforming Mars, il est plus là, vous avez vu, il est 21 maintenant. Donc ça en 3, c'est costaud. Hein. C'est très costaud. Bon, vu que j'ai déjà un peu spoil le fait qu'il n'y avait plus de plateau derrière, on va passer au 2. Et le 2, ça va être une vraie grosse surprise. Je vous assure. Attendez, la rasade encore une fois, du condamné. J'espère d'ailleurs que je parle pas trop du nez, des fois je sens, c'est pénible. Hein. J'ai beaucoup de mal à aligner des mots qui me semblent vraiment audibles. Le numéro 2, donc là, exit les jeux de société. Nous n'en trouverons plus. Et je suis certain que personne n'y a pensé. Mais j'y ai pensé, moi. On va parler du poker. Le poker, pour moi, je considère ça comme enfin,
Alors je dis plus de jeu de société. On pourrait quand même un peu considérer que c'est un jeu de société, à la rigueur, pourquoi pas, mais pas vraiment. Enfin, ouais, en tout cas pas dans le sens jeu moderne, tel qu'on le connaît, tel qu'on le pratique, nous ensemble, qui sommes tous sur la chaîne, enfin, en tant que public ou en tant que, en tant que moi. Et donc ouais, le poker, ça reste un jeu pour moi. Alors je sais pas pourquoi je l'ai oublié dans mon top 25 d'il y a 2 ans, mais c'est vrai que c'est logique. Le poker, j'y ai repensé parce que j'en ai refait un récemment avec des potes. C'était la révélation, mais tiens, c'est vrai ça, dans le top que je suis en train de construire là, pourquoi j'ai pas mis ça? Tellement cool. Ce jeu-là, j'adore, il y a tout. C'est un jeu qui est tellement riche. Il y a, bon, il y a des stats, des probas, des choses comme ça, parce que quand on joue avec des cartes, forcément, tiens, est-ce que j'ai intérêt à payer la cote, machin, il y a autant à mettre pour autant qu'il y a au milieu, ça j'ai l'impression d'entendre parler quelqu'un du bled. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais toucher autant de pourcentage de chances de toucher ce que je dois toucher, etc. D'accord, il y a l'aspect mathématique. C'est jamais l'aspect qui m'a le plus attiré là-dedans. Il y a l'aspect psychologique, et ça, j'adore. Le côté comportement autour de la table, toute cette atmosphère, cette ambiance qui se crée autour du jeu. Je n'ai pas présenté le jeu d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai pas présenté le jeu. On a chacun des cartes, et c'est celui qui a la meilleure combinaison qui gagne. Voilà. Je vais pas faire mieux que ça. Non, bien sûr, on va miser. Le but, bien sûr, c'est de s'enrichir. Il y a plusieurs façons de jouer au poker. On peut jouer avec de l'argent directement, enfin, représenté sous forme de jetons, mais on va miser directement des sommes. Ou alors, on va la jouer plutôt en mode tournoi, où chacun va mettre une mise de départ, va payer son inscription au tournoi. On a chacun le même nombre de jetons. Et une fois qu'on n'a plus de jetons, on est éliminé, et puis c'est tout. Et puis le meilleur gagnera le plus. À la rigueur, le deuxième va gagner un petit peu moins. Et enfin, ça dépend du nombre de joueurs, bien sûr. Les très gros tournois, il y a beaucoup de places payées. Si on est 10, on va peut-être mettre 3 places payées ou quelque chose comme ça. Mais donc il y a vraiment deux façons. Il y a le cash game, la façon de jouer où, ok, j'ai plus de jetons, bah, je vais en racheter, c'est pas grave, tiens, je remets 10 balles, 100 balles, 1000 balles selon les porte-monnaies. Et puis, il y a la méthode tournoi qui est généralement plus usitée chez entre amis. Comme ça, moi, tu te ruines pas, c'est tout. Puis si t'es sorti, et ben, tu vas regarder Netflix en attendant, où tu proposes une partie à côté d'un autre jeu avec personne, parce que t'es le premier sorti, et t'es terriblement deg, c'est la pire place. Quand tu sors premier, tu te sens con. Donc tu vas préparer le café pour les autres. Et donc bref, le poker, donc ce jeu, on va essayer de gagner le plus de jetons possible, et de dépouiller ses adversaires en les faisant miser quand on a la meilleure main, et puis en essayant d'en dépenser le moins possible quand on n'a pas la meilleure main, ou alors en essayant de les bluffer si on n'a pas la meilleure main, mais qu'on réussit à leur faire croire qu'on a la meilleure main. Donc il y a des tours d'enchères, voilà, etc. etc. Enfin, ouais, c'est pareil, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le poker? Je pense pas. Ça, j'ai eu une période où j'étais très atteint par le virus de ce jeu, ce qui a engendré des bons souvenirs, ce qui a engendré quelques douilles, quelques bonnes douilles qui ont fait mal aussi, hein, parce qu'il faut le dire. Je suis pas sur le long terme et sur l'ensemble de ma période de joueur de poker, je suis clairement pas gagnant, hein, je vais être honnête. Je vais pas faire semblant d'avoir été gagnant comme beaucoup aiment le faire quand ils parlent de ce jeu-là. C'est toujours bizarre, parce qu'il y a beaucoup qui vont parler du jeu en disant ah ouais, moi j'ai beaucoup gagné et tout, je faisais des. Ouais, mon gars, si tu gagnais beaucoup, ben, c'est bizarre, pourquoi t'en vis pas alors? C'est étonnant ça, hein. T'as arrêté, ok. Tu gagnais à mort, mais t'as arrêté de jouer. Ouais. Bref. Et donc moi, j'étais plutôt un joueur perdant, bien sûr, comme l'immense majorité des joueurs de poker. J'étais plutôt du côté des joueurs perdants sur le long terme, même si j'avais une bonne lecture du jeu, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Après, quand on joue à ça, généralement, il vaut mieux avoir quand même les finances un peu plus solides, ce qui permet de jouer sereinement. Moi, c'était mon gros défaut, c'est que je jouais toujours enfin, j'avais jamais j'avais jamais des finances solides qui me permettaient de mieux gérer des phases perdantes, ce qui fait que je jouais avec un peu la boule au ventre souvent. Et quand tu joues avec la boule au ventre, tu joues pas bien, tu fais des décisions, tu prends parfois de mauvaises décisions, ou alors t'oses pas trop aller sur des coups qui pourtant te semblent bons. Et effectivement, c'est des bons coups, mais tu t'es couché avant parce qu'il y avait trop de jetons au milieu et c'était trop risqué. Parce que on sait jamais si en face il a quand même quelque chose de mieux.
et ben tu vas... Voilà, donc en fait tu joues pas bien, finalement tu joues pas bien. Mais je me suis tellement régalé avec ce jeu, j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur les sites de poker en ligne, comme un peu en vrai aussi, j'ai fait quelques tournois en vrai, et c'était un régal. Et puis je disais tout à l'heure, l'ambiance autour du jeu, il y a ce côté Far West en fait qu'on retrouve dans le poker. Enfin, on sent que ça vient de là-bas. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi on ressent ça, nous ici, on joue en France ou dans vos pays respectifs, si vous n'êtes pas français. On joue à ça, là, 150 ans plus tard. On n'est pas dans un saloon au fin fond du Nevada ou du Texas ou ailleurs. Et pourtant, on sent cette ambiance Far West. C'est rigolo, hein. Il y a une magie autour de ce jeu, c'est dingue. Et les sensations que ça procure quand on a des mains, même quand on joue des toutes petites sommes, voire parfois pas de sommes. Bon, généralement, il faut quand même jouer un petit peu des sommes, mais il y a cette magie, on va vivre les coups. Tiens, je révèle quoi? Je révèle une paire d'as, là. Je découvre une paire d'as. Ce qu'on voit là, sur l'image. On se sent fort. Mais en même temps, on a les ch'touilles, parce qu'on sait que les paires d'as, bah, ça se craque facilement. Enfin, ça se craque facilement. Il y a l'art et la manière de la défendre, la paire d'as. Il ne faut pas être trop agressif, sinon on ne trouve pas de clients. Mais si on n'est pas assez agressif, on a trop de clients, donc potentiellement trop de mains en face qui peuvent nous contrer en touchant quelque chose d'un peu providentiel pour eux. Donc c'est l'éclate. Puis à chaque carte qui se retourne, c'est un peu la tension. Ah, est-ce que ça va améliorer ma main? Est-ce que là je suis très fort? Il faudrait une carte qui améliore sa main. La lecture. Ok, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Là, il a mis plus de temps pour parier par rapport à d'habitude. Quand il fait ça, c'est qu'il est fort. Ah ouais, attends, je vois. Ah, sa carotide là, ça bouge beaucoup, ça bouge vite. Il est tendu. Ok, là, il y a son pied qui fait un peu ça là. Enfin, j'en rajoute un. Mais on n'est pas loin de ça. C'est super instructif et c'est un jeu d'observation, c'est un jeu de ressenti, c'est un jeu d'instant. C'est un jeu de calcul, c'est un jeu d'intelligence, c'est super riche. J'ai rarement vu un jeu aussi riche que celui-ci, alors que les règles sont pourtant super simples. Et puis on croise de tous les profils, enfin, il y a beaucoup de profils différents aux tables. Et enfin, j'ai plus joué sur Internet qu'en vrai, parce que bien sûr, on joue plus de mains sur Internet, ça va plus vite, c'est plus facile, c'est plus accessible, on trouve facilement des joueurs. Mais ça n'égale pas le poker en vrai. En vrai, c'est un régal. Par contre, alors le petit bémol quand même à tout ça, c'est que la variante qui est populaire à notre époque, c'est le Texas Hold'em. J'ai tendance à préférer d'autres variantes. Mais bon, si on veut trouver des joueurs, bah, il faut partir sur le Texas Hold'em. Donc c'est la variante poker où on a 2 cartes privatives et il y a les 5 cartes qui vont arriver petit à petit au milieu. Je préfère le 7 card stud, hein, je suis comme ça, ou à la limite l'Oba, je trouve ça cool aussi, même si c'est assez yo-yo parfois sur la variance. Mais bon, c'est tout, faut s'adapter, donc il faut jouer. Il y aura toujours une toute petite frustration de ne pas avoir pu faire plus de parties dans d'autres variantes. Mais, euh, mais c'est cool, vraiment, ce jeu, voilà, c'est un vrai régal. Et c'est vrai que si quelqu'un me propose une partie un soir, une table de poker comme ça, tiens, vas-y, on va se faire un petit tour de chez moi, on est 8, ça te dit, on fait 5 balles, l'entrée, c'est très bien. Ouais, vas-y, je débarque, j'arrive. Vas-y, je suis chaud là, je suis chaud. On peut sortir le chapeau de cow-boy en plus, en ayant l'air un peu moins ridicule que d'habitude, donc c'est cool. Ah, j'adore ça, c'est sympa. Tu sors le peignoir vachette aussi, tant qu'on y est. Hein, avec voter de Charlie Cage, je l'ai pas dit pour Arkham. Voter de Charlie Cage, c'est super important. Allez, on se prépare pour le top du top, le number one. Il n'y aura pas de surprise. Ah, il n'y aura pas de surprise. Bon, je vous avais dit quoi tout à l'heure? Je vous avais dit que je repartais quand même vraiment bien dans la figurine, que voilà, dans le fond, j'étais un joueur de figurine avant tout, et pas un joueur de plateau. Je me suis improvisé joueur de plateau ensuite, après une déception, mais de base, je suis un joueur de figurines. Donc le numéro 1, ça ne pouvait être qu'un jeu de figurines, et c'est le jeu qui m'a le plus fait vibrer dans ma vie de joueur, bien au-dessus du poker, qui m'a beaucoup fait vibrer aussi. J'ai quand même connu des moments de fou, mais là, ça vaut pas celui que je vais vous montrer. C'est le même top 1 que j'avais il y a 2 ans, et celui-là, je l'imagine très mal se faire détrôner un jour, parce que
ça restera quand même le top du top à mes yeux. C'est Warhammer Battle. 6ème édition, je précise, parce que c'est la 8ème édition qui m'a déçu totalement et qui m'a renvoyé sur les jeux de plateau. Donc, en gros, si vous avez trouvé ma chaîne grâce à du jeu de plateau, ce qui est la plupart du temps le cas de toute façon, hein, je pense pas que vous soyez venu par l'amour d'un figurine à la base, hein. Figurez-vous que vous ne m'auriez jamais trouvé si la V8 n'était pas apparue, enfin si Warhammer n'avait pas évolué de cette manière. Je serais resté sur le jeu et j'aurais sans doute, enfin, on sait pas, on peut pas dire jamais. Ça tombe, je serais quand même arrivé sur le jeu de plateau à un moment donné. En attendant, il y aurait eu bien moins de chances que ça arrive. Donc Warhammer Battle V6, on reprend un petit peu le délire du Trône de Fer de tout à l'heure, qui était en 7ème place. Un jeu avec 2 armées qui s'affrontent. Là, c'est pareil, c'est vraiment fait pour être joué en 1 contre 1. Même si on peut un peu plus aisément arranger une partie pour jouer à plus. D'ailleurs, c'est pas rare qu'il y ait eu des parties, voire des tournois en doublette, donc en 2 contre 2, chacun une armée. On associe 2 armées, paf, chacun joue la sienne, mais on fout sur la tronche de 2 gars en face qui ont chacun leur armée aussi, par exemple. Mais c'est quand même un jeu qui est taillé pour du 1 contre 1 de base. Et donc là, on est sur de l'armée, mais de la vraie armée pléthorique, avec beaucoup plus de régiments que le Trône de Fer, un général d'armée, des sorciers si on veut, des personnages, des seigneurs, des héros, des champions, des régiments avec des états-majors, hein, porte-étendard, musiciens, champions justement, des objets magiques sur les personnages, bien sûr, des bannières magiques aussi sur les bannières si on veut, des unités fantastiques. Donc il y a de tout. Il y a de l'humain, il y a de l'elfe, il y a même du nain. Ah, les nains. Il y a de l'orc, il y a les grands méchants du chaos, hein, donc des grands humains corrompus, plus forts, parce qu'ils ont cédé à la violence du chaos, ils sont devenus plus balèzes. Mais ils sont méchants. Ah, ils sont méchants. Il y a des nains du chaos d'ailleurs. Il y a plusieurs types d'elfes. Il y a des morts-vivants. Il y a plusieurs types de morts-vivants. Enfin, des morts-vivants plus côté vampire, des morts-vivants plutôt côté Khemri, donc morts-vivants un peu style égyptien. Des hommes lézards, des hommes rats, les fameux Skavens. Il y a encore d'autres trucs, mais j'en ai déjà cité pas mal. Du folklore en veux-tu, en voilà. Enfin, du folklore dans le sens où le lore, donc l'univers du jeu est riche. Chaque faction a plein d'histoires pour qu'on comprenne bien ses origines, sa culture, sa façon d'être, etc. Et des armées assez différentes quand même. Ouais, c'est un univers. C'est alors bien sûr un univers inspiré du Seigneur des Anneaux, de notre pote Tolkien. Clairement inspiré du Seigneur des Anneaux, mais un peu plus sombre quand même dans le délire, et c'est un peu plus sombre. On peut même dire gothique parfois. On peut le dire. C'est un peu gothique dans le délire. Et voilà, donc 6ème édition, c'est l'édition qui est sortie en 2000, si je dis pas de bêtises. 99 ou 2000, c'est la 2000, et qui s'est éteint en 2006, 2004, 2005, 2006, 2006 je crois. Il y a eu la 7ème édition derrière, qui était un genre de 6ème édition un petit peu éclairci sur les règles, quelques petits changements, mais qui restait sur une base de V6, qui était encore supportable, ça allait. La V7, ça allait. C'est plutôt les armées qui ressortaient à cette époque-là, qui commençaient à devenir un peu... Ils commençaient à montrer des signes de « Attention, ça va partir en couille, attention, faites gaffe !» Effectivement, après la V8 est arrivée, vers 2008 ou 2010, je sais plus, enfin, encore une fois, la notion du temps se barre en courant chez moi. Et là, c'est un gros changement, enfin, grosse refonte des règles, et c'est devenu quelque chose qui m'a pu vraiment intéresser. Donc, c'était 2010 peut-être. Et donc, en attendant, cette version de Warhammer Battle V6, un régal, un vrai bijou. Alors oui, bien sûr, on collectionne des armées, on achète les figurines, on les assemble, on les peint, etc. On se fait plaisir. Et voilà, c'est ça. Alors pour info, je jouais des elfes sylvains. C'était ma faction vraiment chérie, faction que j'adorais, etc., etc. J'ai joué 2-3 autres armées à côté, en parallèle, par la suite. Mais enfin, l'elfe sylvain, c'était vraiment ma faction de prédilection.
vous savez, les défenseurs de la forêt, voilà, les elfes qui tirent à l'arc, aidés par leurs copains les hommes arbres et les dryades et les murs, etc., etc., les grands aigles et tout, c'était cool, j'adorais. Et, euh, et donc, c'est un régal. J'ai découvert Warhammer sur la fin de sa 5e édition. J'avais adoré le jeu, mais par contre, c'est clair que c'était pas équilibré du tout. La V5 était assez bizarre. On va dire que les personnages étaient hyper importants dans le jeu, et les régiments étaient à côté pour dire bah tiens, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut 25% de l'armée en régiment, mais on compte surtout sur les persos. Et la V6 est venue complètement mettre un coup de pied dans le truc en disant bon, ouais, on va rendre un jeu quand même plus équitable. Maintenant, les régiments ont quand même leur chance face aux gros seigneurs qui défoncent tout. Bah, les gros seigneurs qui défoncent tout défoncent un peu moins tout maintenant. Et donc, il y a eu un rapport de force différent. C'est devenu plus équilibré. Bon, ça reste un jeu avec plein d'entrées différentes, donc l'équilibre est toujours relatif. N'empêche que le jeu était super intéressant et super riche. Et tactiquement, très intéressant aussi. Donc c'est un jeu sur lequel j'étais très impliqué, il y avait des communautés sur internet, le Warhammer Forum, pour ne citer que ça par exemple. J'étais bien impliqué dedans, je passais plein de temps dessus en fait, hein, très simplement. Il y avait du tournoi, j'aimais bien aller faire les tournois dans la région, de temps en temps j'allais un peu plus loin pour faire le grand tournoi de Games Workshop, là, la marque qui organisait ça. J'ai bien sûr, j'ai aussi organisé, hein, on avait organisé avec notre asso un bon gros tournoi dans le Nord là qui était très connu en fait, hein, à l'époque. Et bon, un régal, hein, tu commences à. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu, c'est que il n'y avait pas que le jeu. Et c'est ça que j'adore avec la figurine, c'est qu'en dehors de la partie, on va jouer une partie, on va jouer la bataille, on va se régaler. Mais en dehors de la bataille, le jeu continue à vivre. On va repenser à la bataille. Tiens, qu'est-ce qui se serait passé si, hein, les fameux what if, si j'avais fait ça, etc. S'il avait fait ça, peut-être que, ok, si le dé n'avait pas fait un tout pourri à ce moment-là, mais avait fait rien qu'un 2 ou plus, tiens, ça aurait changé la donne. Pareil, je vais repenser à ma liste d'armées, tiens, la prochaine fois, je ferai plutôt ça, etc. Et puis les échanges sur le forum. Donc ce lien permanent avec la communauté d'autres joueurs qui partagent ta passion. Le fait de continuer à assembler des figurines derrière, à peindre, c'est vraiment, le jeu ne meurt jamais. Donc tu es constamment dedans, et c'est ça qui le rend encore plus inoubliable. Forcément, tu es toujours dedans, tu peux pas t'en sortir. Mais c'est agréable, c'est agréable, c'est pas un loisir type jeu vidéo. On est complètement no life, on reste 15 heures dessus dans l'écran, on fait une pause pour dormir parce qu'il faut bien dormir et manger, mais non, on tombe dessus, puis non, il y a vraiment, c'est nettement plus sain. Un régal, vraiment un régal, puis c'est pareil, hein. Je me souviens encore de parties que j'ai jouées. Je me souviens encore de ma toute première partie en tournoi, qui était en V5 à l'époque, comme si c'était hier, alors que le tournoi remonte à fin 99 ou 2000. Je me souviens même des 4 parties d'ailleurs que j'ai joué sur ce tournoi à Bourbourg, par loin de Dunkerque. Là, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est pas les seuls. Il y a plein de trucs, plein de souvenirs qui me reviennent, des jets de dés de furieux, dans un sens comme dans l'autre, des mauvais jets de dés, c'est épique. Warhammer, c'est épique. C'est vraiment. C'est mes meilleurs souvenirs de jeu dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est Warhammer Battle V6. Je pourrais faire une vidéo qui durerait des heures et des heures où je vous raconterais ma vie tel un père castor raconte-nous une histoire sur ce jeu, mais je pense que c'est plus la peine d'aller plus loin. Vous avez compris que ce jeu. Si, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La grosse déception de la V8 qui est arrivée par la suite, et qui a fait que j'étais tellement écœuré que ce jeu ait changé dans un sens qui ne me convenait pas, que je m'étais complètement débarrassé de mes figurines à l'époque. À ce point-là. Alors que souvent, les joueurs de figurines ils collectionnent, ils aiment pas se débarrasser des figurines. Et moi, j'ai ce tempérament-là qui est assez bizarre, mais quand un truc m'insupporte à un certain degré, à un moment donné, il faut que j'évacue et je veux plus, c'est tout. C'est un peu ce qui se passe avec mon Kallax qui se vide un peu en ce moment. Des fois, il y a des jeux, tu peux plus. Hein. CF RIP Gloomhaven, hein, qui est plus dans mon Kallax depuis quelques temps, parce qu'à un moment donné, tu as une saturation et t'arrives plus, ça devient insupportable. Et je préfère m'en débarrasser, c'est vraiment bizarre. C'est comme ça. Ce qui fait que Warhammer, maintenant, je me dis, mais c'est con, pourquoi
Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui m'empêche de rejouer à la 6ème édition? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus l'édition en vigueur, il y a autre chose. Mais c'est pas grave. Je ressors les règles de la V6, je ressors mon armée, j'y rejoue, il faut juste que je retrouve un pote, un joueur qui joue aussi qui accepte de faire le pas et de revenir sur la V6 et de sortir son armée. Bah ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Oui, mais allez savoir pourquoi, à l'époque, je raisonnais pas comme ça. Donc c'est con, je me retrouve sans armée. Donc il va falloir que je me remonte une armée de Warhammer V6, parce que j'aimerais vraiment y rejouer à l'occasion. Voilà, c'était la réflexion de fin de vidéo. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Parfois, on fait des choix qui sont pas forcément hyper réfléchis et on se rend compte après que c'était quand même bien de la connerie d'avoir agi comme ça. Mais c'est la vie, hein, on fait pas forcément que des bons choix. Et heureusement, c'est pareil, on s'ennuierait si on faisait que des bons choix. Il faut forcément de temps en temps faire de la merde. Comme ça, après, on dit ah ouais, ok, d'accord, j'ai fait de la merde, mais bon, ouais, on fera mieux la prochaine fois. Et moi, ça m'a fait découvrir autre chose. Et voilà. Hein, si j'étais pas parti là-dessus, si j'avais gardé mon armée, que j'étais revenu sur la V6 plus tôt, encore une fois, je serais peut-être pas là en train de vous parler, vous seriez pas en train de m'écouter, et vous seriez en train d'écouter quelqu'un d'une autre chaîne qui serait plus intéressant que moi, et puis, ok, c'est bien, je perds pas mon temps cette fois-ci. Voilà, l'art de se dévaloriser pour rien, bon, c'est plutôt le côté autodérision, ça m'éclate, moi, c'est l'autodérision, je trouve que c'est important dans la vie. Faut pas se prendre au sérieux, il faut faire nos trucs, on s'éclate, et c'est ce qui compte. Là-dessus, on va retirer. Voilà, j'avais mal appuyé la première fois. Et c'était le dernier épisode de mon top 50. Bon, je vous l'avais dit, hein, je fais pas des tops très très souvent. Donc le prochain top, c'était peut-être le dernier d'ailleurs, j'en sais rien, parce que comme je sais pas pendant combien de temps encore je proposerai des vidéos sur la chaîne, mais comme j'en fais pas régulièrement des tops, et que je vais pas faire un top dans 2 semaines, il n'y a aucun intérêt. Peut-être que je réviserai, peut-être que ça n'aura aucun intérêt d'ailleurs. Peut-être que les jeux de figurines que je vous ai présentés vont m'accaparer totalement d'ici les mois à venir, et peut-être que je mettrai tellement de côté les jeux de plateau que ça n'aura aucun sens de proposer un top jeu. Enfin, c'est peut-être. Je dis ça, j'en ai absolument aucune idée. Hein. On sait jamais de quoi est fait l'avenir d'un joueur. On peut avoir des envies de suicide ludique tout à coup et de complètement passer à autre chose, pourquoi pas. Après tout. J'ai envie de me mettre à la guitare en ce moment. Peut-être que finalement je vais dire ok, je trouve mon plaisir dans la guitare et j'ai pas besoin d'explorer davantage l'univers ludique, faire un petit jeu de temps en temps, pourquoi pas. Mais voilà le truc sur cette conclusion qui n'a pas grand chose à voir, mais vous me connaissez, la divergence, la spécialité ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ce qui arrive bientôt. Je vous l'avais déjà dit sur la vidéo précédente, mais vous regardez pas forcément toutes les vidéos jusqu'au bout. Oui, attendez, j'avais dit que j'allais faire un Too Many Bones et la suite de Horror Arkham JCE prochainement. Il y a une vidéo qui va se glisser entre deux. Que je vous ai dit justement tout à l'heure que c'était les 5 ans de la chaîne. Donc je ferai un truc sur les 5 ans. Ce sera pas une vidéo pour fêter quoi que ce soit. Hein. Ce sera plus un genre de bilan. Voilà, je vais papoter sur où est-ce que j'en suis vis-à-vis de la chaîne. Je vous ferai un genre de petite analyse là comme ça, à la volée, sans rentrer dans les chiffres, quoi que ce soit. On va parler un petit peu de chiffres bien sûr, mais ça sera plus des réflexions à mon avis qu'autre chose. Je vous dis ça tombe, je vais prendre un autre chemin, j'en sais rien. À mon avis, ça sera paf, lecture, on enregistre, et puis on y va, on balance un petit peu les choses qu'on a en tête, et puis on fera à la fin, on fera le tri. Ça sera de la merde, j'arrêterai la vidéo, et je la recommencerai, je ferai autre chose. Ça sera ça. Bon allez, je tiens pas plus longtemps, donc voilà, ça arrive bientôt. Puis le Too Many Bones et le Horror Arkham JCE dans un ordre à voir. Je vous fais des gros bisous, cette fois-ci, je rends vraiment l'antenne. Et je vous dis à très bientôt, à très vite, salut!